Alors arrive Rosemary Baby, la mini-série, donc qui va être aussi une proposition d'adaptation du roman, toujours le même roman, donc d'Ira Levin, Rosemary Baby. Alors la mini-série n'est pas terrible, on va pas se le cacher, je vais en parler de manière assez succincte. Je vais aller beaucoup plus vite que pour le film de Polanski, c'est sûr, mais je vais en parler quand même car elle présente malgré tout deux intérêts. Donc sa faiblesse consiste déjà à ne pas avoir compris la problématique intéressante et assez originale du livre, qui est transposée à merveille donc dans le film de Polanski, on l'a dit. Donc les comparer nous permet en fait de mieux apprécier la justesse d'adaptation de Polanski du point de vue dramatique, bien sûr. Je me focalise surtout sur la narration en fait, parce que c'est plus facile à raconter déjà, sans images, vu le format de ce podcast. Alors un autre intérêt aussi consiste au renouvellement du décor, ça va se passer à Paris, à des protagonistes, on va voir qu'ils ne sont pas tout à fait les mêmes. La mini-série se permet des libertés par rapport au livre, et aussi au caractère de l'héroïne en fait, qui n'est plus la même. Ce n'est pas la même Rosemary ici. Donc on va le voir, et ça valait le coup, ça vaut le coup en fait. Alors la mini-série, donc quand je dis mini-série, c'est qu'elle est en 2 épisodes en fait. C'est deux épisodes de moins de 2 heures, d'1h30 je dirais. Le premier épisode ouvre en fanfare avec une femme en panique qui court dans tous les sens pour échapper à son copain, en fait, dans un somptueux appartement. Donc elle s'enferme dans une chambre, elle comprend qu'il est foutu, donc il y a le copain à l'extérieur qui va entrer, qui va finir par rentrer, c'est sûr. Donc elle se met à griffonner quelque chose. Alors, autant dire tout de suite que l'introduction douce et progressivement angoissante du Rosemary Baby originel, donc que ce soit le film de Polanski ou le livre d'Ira Levin, alors cette subtilité est directement d'entrée de jeu jetée à la poubelle en fait, par une ouverture grandiloquente en fanfare. Voilà le choix fait par cette série. Alors cette fille ici est l'équivalent de notre Terry Gionafrio en fait, dans l'autre film. Alors c'est la première victime des satanistes et elle vient apparemment d'apprendre qu'elle s'est faite violer par le diable. Donc à l'opposé de Terry qui était une tentative foireuse des Castavetes pour récupérer donc une fille dans la rue et d'en faire la mère porteuse, cette Terry est plutôt un simulacre de Rosemary, si les choses avaient mal tourné. C'est un jeune couple que la secte a pris sous son aile. Ils ont apparemment réussi à convaincre son copain, comme pour Guy en fait, tout en tenant la femme dans le noir, comme pour Rosemary. Et sauf que cette fois-ci, ils n'arriveront pas à maîtriser son hystérie quand il découvre le poteau rose. L'homme est le seul à essayer de la calmer. Et le reste de la secte est apparemment absent pendant cette crise, ce qui contredit l'étroite surveillance que la secte appliquait à Rosemary une fois qu'il la savait enceinte. Et toute l'attention et toute la surveillance qu'ils lui appliqueront dès lors. Donc déjà, ça commence très très mal. Rien qu'avec cette petite analyse en fait. Ce jeune couple, qui est un premier couple cobaye type Guy Woodhouse, Rosemary Woodhouse, va faire doublon lorsque les véritables Woodhouse entreront en scène. Et il faudra les leurrer suivant la même manipulation. L'application est immédiate et redondante. L'ancienne Terry était isolée, à la merci du clan. Elle se suicide pour leur échapper. Lorsque Guy et Rosemary entrent en scène, le sort qui les attend ne nous est pas tout de suite certain. Ce n'est pas la même configuration. Sauf que la secte va trouver la faille qui les permettront d'éclater le couple et atteindre une Rosemary isolée. Cette faille, c'est Guy. Donc, nouvelle stratégie. Il y a donc une évolution. Évolution de la stratégie de la secte. Ici, ils en sont déjà à leur premier couple et vont se contenter de recycler la même stratégie lorsque les Woodhouse arriveront. C'est ce que j'essaie de dire en fait. Donc on n'en est qu'à l'introduction et déjà tout ce lot de révélations en une scène d'introduction achève toute l'ambiguïté progressive du drame de Rosemary et ce n'est pas prêt de s'arranger en fait, on va le voir. Donc se sachant faite comme un rat, notre Terry, on va l'appeler Terry, rédige sur un bout de papier « It's an anagram ». Donc c'est un anagramme. Un peu comme Hatch l'avait fait avant de mourir, pour révéler à Rosemary que Roman Castavet n'est autre qu'un anagramme de Stephen Marcato, le fils d'Adrian Marcato, le grand sorcier. Bon. Alors, donc c'est magnifique. La première question qu'on se pose, c'est à qui écrit-elle? Pour qui écrit-elle? Pense-t-elle aux futures victimes de la secte et veut-elle leur donner une chance avant de périr? Comment est-ce que cela peut corroborer avec l'état de panique dans lequel elle est? Et pourquoi pas écrire, en fait, Roman Castavet égale Stephen Marcato, plutôt qu'un obscur message mystique, en fait. Hatch écrit « It's an anagram » quand il réalise qu'il est dans la merde, qu'il va crever, mais que le message doit arriver à Rosemary de manière secrète, vu qu'il la sait entourée et contrôlée par ces gens de la secte. Donc, à qui écrit cette femme de manière si cryptique, en fait? D'autant qu'il y a son mari qui ne va donc pas tarder à pénétrer dans cet appartement, et vu qu'elle le pense complice, elle le fuit après tout, il ne laissera certainement pas ce mot traîner là. Donc encore une fois, ils ont récupéré donc pourquoi pas faire en sorte que ce soit Terry qui soit celle qui a percé le secret des Castavetes et avant de mourir, qu'il laisse une trace qui permettra de sauver les prochaines victimes potentielles. Pourquoi pas? Mais là, c'est très mal fait. On ne peut pas récupérer le « It's an anagramme » pour Terry, ça ne marche pas ça. Une femme enceinte en panique qui court partout et qui se dit avant de sauter par la fenêtre « Eh tiens, si j'écrivais « It's an anagramme », what the fuck? Ça ne marche pas. Hatch n'est pas Terry. Ce ne sont pas les mêmes personnages. L'un est un lion, l'autre est un agneau.
Ils ne peuvent pas remplir les mêmes fonctions dans la série. Je veux bien que l'alarme soit donnée par Terry et non pas par Hatch, mais pas de la même façon, ce n'est pas possible. À un moment, Terry va commencer à vaciller et elle va alors se ressaisir et balancer le talisman en fait. On voit qu'elle porte le fameux collier d'argent contenant le Tanis Root. C'est la première fois que le collier nous est introduit ici. Alors dans le livre, il nous est présenté à travers Rosemary qui rencontre Terry pour la première fois, ce qui rendra encore plus malaisant le moment où Minnie l'offrira à Rosemary, soulignant la pudeur et la faiblesse déjà de caractère de Rosemary qui n'arrive pas à refuser un présent qui la met mal à l'aise, car elle sait en fait qu'il appartenait à la défunte Terry et que Terry y tenait. Donc c'est gênant quand même à récupérer. Mais également, cela nous présente la cruauté de Minnie et son sans-gêne sacrilège qui récupère le collier du cadavre de celle qu'elle a traitée comme sa fille, comme on récupérerait la laisse d'un chien mort en fait pour attacher un nouveau toutou. Quand ce collier est offert à cette Rosemary, dans le film de Polanski, on a plusieurs informations en un seul geste. Geste que Minnie essaie de rendre anodin en fait. Elle lui file ce collier, je rappelle, dans une scène où elle est en train de tricoter, elle lui fait juste à Rosemary, bah tiens, prends, petit cadeau d'ailleurs que j'ai voulu te faire. Sauf que non, ce n'est pas un si léger cadeau que ça, mais encore une fois, c'est un des pouvoirs de la secte, comme je l'avais dit, de tout noyer sous la banalité, sous le blabla, sous le discours en fait. Ici, dans cette mini-série, quand le collier sera offert à Rosemary, il n'aura sur l'instant d'incidence que pour nous, tout en étant bien moins impactant en fait. Parce que Rosemary ne sait pas du tout d'où il sort, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il a de particulier en fait. Voilà, c'est juste un cadeau qu'on lui fait à ce moment-là. Donc nous, on se rend bien compte qu'il appartenait à celle à l'ancienne Terry, qui ne va pas tarder à se suicider, comme je l'ai dit, mais Rosemary n'est au courant de rien de tout cela. Enfin, elle n'a même pas fait connaissance avec Terry. Donc il n'y a aucune attache. Parce que ça aussi, ça joue en fait. C'est que Rosemary s'attache aux gens, mais en fait est tellement prise dans une sorte d'étau. Je rappelle qu'elle ne va pas voir Hatch à l'hôpital, qui est malade, qui est tombé dans un coma jusqu'à ce qu'il meure. Et là, elle s'en voudra parce qu'elle est focalisée sur sa grossesse. À la mort de Terry, elle passe très vite à autre chose et elle est focalisée sur sa grossesse. Elle est tellement focalisée sur sa grossesse que même ces attaches-là qui semblent importantes, qui semblent touchantes au départ, elle arrive à les oublier et à avancer parce qu'elle est focalisée que sur sa grossesse. C'est la seule chose qui donne sens à sa vie. Et c'est un trait important chez le personnage. Ici, Rosemary ne rencontrera pas Terry. Elle n'a même pas de Hatch en fait, pour tout dire. Alors, toujours est-il quand même qu'en jetant le collier, cette Terry-là semble comprendre l'étendue du pouvoir des Castavet à ce moment-là. Et j'aime beaucoup le fait qu'il n'explique pas ce qu'est le Tanis Root. On ne saura jamais en fait pourquoi les satanistes y tiennent tant à cette herbe ou à ce champignon. Même si on peut soumettre l'hypothèse que cela permet un certain contrôle sur la victime, une façon de l'envoûter en fait par l'odeur ou tout simplement de le marquer à l'attention du diable. Donc il peut arriver plus facilement à pister cette victime et donc à agir sur elle. Donc voilà, élément de contrôle, un marqueur pour le diable. Voilà, il y a différentes théories potentiellement, mais voilà, ce n'est pas clairement expliqué et ça c'est bien. Donc cette scène va se conclure et on va surtout comprendre que Terry est une mauvaise perdante quand même, faut le dire, car tant qu'elle n'a pas gagné, elle va préférer ne laisser personne gagner. Donc elle va tout simplement décider de se suicider en se jetant par la fenêtre sous le regard impuissant de son copain. Alors, c'est une scène très dramatique où on la voit se retourner, le regarder dans les yeux, puis lui qui fait non, puis elle se jette. Bon, c'est à chier en fait. Entre Rosemary Woodhouse en scène, on rencontre une Rosemary enceinte qui nous est présentée par la scène tragique en fait d'une visite chez l'obstétricien qui n'est ni Hill ni Abe Sapirstein, c'est juste aux États-Unis que ça se passe. Alors la scène juste d'avant avec Terry, ça se passe en France, on le comprendra plus tard, ça se passe même à Paris. Voilà. Donc là on va aux États-Unis maintenant, on rencontre Rosemary chez l'obstétricien. Et l'obstétricien lui apprend que son bébé, en fait, l'analyse au début se passe bien, mais en fait, il n'arrive pas à voir le cœur battre. Donc, il se dit, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait, on apprend que son bébé est mort dans son ventre. Donc, ce drame est difficile. Et Rosemary et Guy vont quitter l'hôpital à ce moment-là. On a un Guy un peu jeune, un peu mignon. C'est pas du tout le Guy Woodhouse. C'est pas lui. Là, c'est un jeune, c'est un petit jeune. Moi, je l'aurais plutôt appelé Kevin Woodhouse, voilà, ça lui irait mieux, je pense. Donc, ils quittent l'hôpital un peu, voilà, choqués, en larmes, tous les deux. Donc, ils viennent de faire avorter, le bébé mort-né, voilà. Et en fait, dans le vestibule de l'hôpital, il y a un personnage qui les observe, et on apprendra plus tard que c'est le diable. Enfin, il n'est pas que le diable, mais bon, pour le moment, on va dire que c'est le diable. Et du coup, on se demande, mais d'où sort le diable? Enfin, qu'est-ce qu'il fout dans la maternité? Qu'est-ce qu'il branle là, en fait? Est-ce qu'il a déjà jeté son dévolu sur Rosemary? C'est vraiment ce que la scène nous dit, mais du coup, pourquoi? Et ce n'est jamais expliqué, en fait. Le couple n'a encore aucune particularité. Et dois-je rappeler que la secte siège à Paris et que Rosemary et Guy, ici, résident aux États-Unis? N'y a-t-il donc pas de couple intéressant en France pour que le diable jette son dévolu, pour donner naissance au rejeton du diable? Parce que si le diable s'intéresse tellement à Rosemary, il n'a vraiment pas besoin de la faire venir si loin. Y a-t-il pas de secte aux USA qui aurait pu essayer de la contrôler, justement? Alors, il est bien sûr suggéré que le diable est la cause de la mort de l'enfant, du coup, là, entraînant le couple à quitter New York pour se changer les idées, ce qui les amènera à Paris et les jettera en fait inexorablement dans les bras de la secte. Mais le plan est tordu et alambiqué, c'est incroyable quoi. Pourquoi ils sont pas juste français dès le départ en fait, Rosemary et Guy?
Dans la fin du monde, en fait, de Schwarzenegger, là, je crois que c'est Bataille pour la fin du monde ou Fin du monde, où Schwarzenegger se bat contre le diable. En fait, le diable, là, va jeter son dévolu sur une Christine, je crois qu'elle s'appelle. Et en fait, parce qu'elle est née un jour où Mercure est aligné avec Vénus, qui est dans le troufion de Saturne, je sais pas. En fait, là, c'est la candidate idéale pour porter l'Antéchrist. C'est juste qu'elle est née un jour particulier qui en fait la candidate idéale. Bon, c'est pas terrible comme explication, mais au moins, il y en a une, en fait. On ne sait pas pourquoi le diable a jeté son dévolu sur Rosemary, en fait. On ne le saura jamais. Et il n'y a pas de raison qu'il jette son dévolu sur Rosemary, d'ailleurs, quand on y pense bien. Donc après la fausse couche, Rosemary et Guy Woodhouse quittent New York pour Paris, dans l'espoir en fait d'un nouveau départ pour le couple. Et donc on a un petit moment d'intimité avec le couple qui s'installe dans un petit appartement parisien tout petit, rikiki. Et on va faire connaissance avec le couple justement. Alors on réalise que donc je disais vraiment, hein, le prénom de Guy ne colle pas du tout à l'homme ici. Il n'a pas du tout ce rapport dominant et les allures de compensation forcée en fait de Guy, du Guy de Polanski et du roman. Ici c'est juste un petit écrivain sympa, un petit prof de fac en fait, assez doux, qui essaie d'écrire un roman à ses heures perdues. Et Rosemary non plus en fait, ce n'est pas la Rosemary ici. C'est, je sais pas moi, ça devrait être une autre fleur, une autre plante à ce moment-là. C'est pas seulement une belle rose, mais attention ça pique. Non, non, elle est forte en fait. Cette Rosemary est forte, elle a un caractère trempé. Et elle n'a pas cet aspect soumis et fragile de la première Rosemary. Ici, ce n'est pas la délicate chose à cueillir, mais attention, qui s'y frotte, s'y pique. Non, là, c'est vraiment... Elle aurait dû s'appeler Zoé, celle-là. Donc, elle est indépendante, elle a un caractère plus prononcé. Donc, les caractères sont un peu inversés, en fait. Voilà, donc il s'installe dans ce petit appartement parce que, pour le coup, ce qui va se passer, c'est que Guy va travailler à Paris et Rosemary va essayer de se remettre de ses émotions. Donc, Guy va enseigner pendant qu'elle, elle va se détendre et faire la touriste, en fait. Et c'est là qu'on a une autre erreur aussi de mise en scène, en fait, qui tient du lieu. Ils vont finir par aller dans... Alors, je crois que ça s'appelle la Chimère, qui va être l'immeuble où les choses vont se passer. Donc, je rappelle donc que c'était le Bramford dans le roman originel. Donc, le Bramford, quand même, qui était un personnage à part entière. Donc, ici, ça ne se passera pas au Bramford. Ça se passe d'abord dans un appartement à Paris. Puis ensuite, ils vont finir dans l'appartement des Castavetes, dans un immeuble qui s'appelle la Chimère. Il faut comprendre que toute la dynamique des Woodhouse tournait autour de l'appartement. L'immeuble dans lequel Rosemary s'enferme volontiers en bonne femme au foyer, et où Guy, en fait, revient la trouver une fois achevé ses pérégrinations à l'extérieur, là, vu qu'il était à la poursuite du succès. Donc l'appartement était le lieu principal des intrigues, avec des clins d'œil ça et là à des choses terribles qui s'y trament, mais rien n'était certain. Donc la pression tenait en fait de ce quasi huis clos. On nous laissait à peine respirer quand on s'échappe brièvement dans le voisinage, ou quand Rosemary sortait pour les courses. Il n'est donc pas étonnant que le lieu devienne anxiogène. Et on a réussi à augmenter en fait la promiscuité en allant loger l'horreur dans un couffin encore plus proche, le miracle de la grossesse, le ventre de la femme ici. Et quand le danger est si proche, si viscéral, on peut dire, tout tourne au cauchemar et on n'a nulle part où se réfugier, sinon en soi et dans la folie en fait. C'était pour ça que ça faisait sens. C'était une femme enceinte, l'aurore était logée dans le ventre d'une femme fragile enceinte, qui était elle-même enfermée dans un appartement surveillé par ses voisins, qui étaient eux-mêmes enfermés dans un bâtiment gothique. Voilà, c'était ça. C'était pour ça, en fait, que le Bramford avait une force, en fait, et une présence dans tout le film, et ainsi que le roman. Qu'est-ce qu'on a dans la mini-série? On a une réalisatrice qui est apparemment amoureuse de Paris, en fait, et de la Sorbonne. Enfin, de tout ce qui fait Paris, si on veut. Et une bonne partie du film, on va voir Rosemary qui se balade. Elle se balade dans la ville, près de la Tour Eiffel, vers les bateaux-mouches. C'est une propagande touristique, ce film, financé par la mairie de Paris, sans doute. Et c'est une ode à la beauté de Paris. Alors pourquoi pas dans une publicité, mais dans Rosemary Baby? S'il y avait la moindre intention de créer une atmosphère anxiogène, mais il n'en reste rien. On ne peut pas créer une atmosphère anxiogène en visitant, en prenant des selfies devant la Tour Eiffel, en fait. Ça ne marche pas. Il y a même un moment, je crois qu'il danse sur les champs de Mars, ou avec la vue, là, sur l'esplanade, en fait, au niveau du Grand Palais. Qu'est-ce que tu vas rajouter à cela? La mini-série a loupé l'importance du bâtiment. Il n'était pas anodin. Si Ira Levin s'est fait chier pour lui donner le nom d'un auteur connu, donc il a appelé le Bramford comme Bram Stoker, l'auteur de Dracula, c'est qu'il y a une raison. C'est un personnage. Ici, ce personnage, donc, ce sera la chimère, mais la chimère intervient déjà dans la deuxième partie du film, on va dire. Deuxième moment peut-être de la mini-série, on va dire. Et il n'aura même pas ce rôle-là. On ne va jamais retenir Rosemary là-dedans, ou à peine. Elle ira quand même faire ses balades sur les bateaux-mouches, sur machin, sur truc. Alors, pour ne pas complètement finir par enfoncer ce film, on va quand même essayer de trouver un bon point dans cette dynamique de couple. Et il y en a un, en réalité, parce que la raison, finalement, des sorties comme ça de Rosemary pendant que Guy Woodhouse travaille, en fait, effectivement, là, on a un basculement dans le fonctionnement du couple. Donc, cette fois-ci, c'est Guy qui écrit. Et Rosemary n'est pas cette bouffonne, en fait, à la maison. Donc, elle l'a soutenue à un moment dans la mini-série. Donc, elle l'aurait soutenue à un moment comme danseuse. Donc, c'est elle qui travaillait. Et Guy essayait de percer dans la littérature. Maintenant, du coup, autour de Guy, de gagner un peu d'argent pendant qu'elle se change les idées dans le quartier du Marais. Voilà. Il a tenté l'écriture qui ne rapporte pas grand-chose. Donc, finalement, il se tourne vers l'enseignement à la Sorbonne. D'ailleurs, je crois même qu'à un moment donné, il dit « Quand tu ne sais pas faire
quelque chose, enseigne-le. Voilà. Donc, il s'est fait une raison. Donc, il va se réfugier dans l'enseignement, mais dépité malgré tout. Il y a comme un retournement, quoi. Donc, Rosemary n'est pas enfermée à la maison. Non, c'est lui qui prépare ses cours, écrit son contenu de classe, etc. Donc, voilà. C'est l'inverse. Et ça aurait pu donner quelque chose d'intéressant. Ça ne sera pas le cas ici, mais on aurait pu presque inverser la situation. Mais voilà, c'est pas ce qui va se passer. Mais c'était bien tenté, c'était bien trouvé. Mais peut-être qu'il fallait juste trancher, en fait. Parce qu'il est le mari est à la fois écrivain et enseignant. Bon, je pense qu'écrivain aurait peut-être suffi et qu'il se fasse chier à essayer de démarcher pour vendre son livre en se disant que ça marchera peut-être à Paris et qu'on se focalise là-dessus. Non, il faut aussi qu'il soit enseignant à la Sorbonne. Et la seule raison pour laquelle il est enseignant à la Sorbonne, je le sais, c'est parce que la réalisatrice est amoureuse de la Sorbonne aussi, en fait. C'est aussi simple que ça. Elle voulait juste pouvoir faire des plans dans la Sorbonne. C'est aussi simple que ça. Donc c'est juste son fameux I Love Paris. L'écrivain aurait suffi. Il aurait pu rester à la maison et déprimer que son roman n'avance pas ou n'accroche pas d'éditeur, peu importe. Mais voilà, du coup, il devient plus facile aussi à crocheter, à embaucher en fait par la secte, du fait de cette frustration. Et un autre retournement génial aurait été que ce soit Rosemary, en fait, déchirée par sa énième fausse couche, qui soit celle qui décide d'écouter les promesses de la secte et de baiser le diable, qui lui promet un enfant fort et en vie. Donc moitié diable, mais en vie. Donc qu'est-ce que tu préfères, un mort-né ou un vivant diable, un mi-vivant, mi-diable, enfin, voilà le genre de deal. Et donc c'est cette fois-ci, en fait, que ce soit le mari, cette fois-ci, qui soit manipulé par Rosemary qui s'est alliée à la secte. Ça aurait été vraiment autre chose. Tant qu'à jouer comme ça la carte de l'indépendance de cette femme, finalement, parce que c'est ce qui se passe ici, en fait. La femme est complètement libre ici. C'est Guy Woodhouse qui est à la maison, en vrai, ici. Voilà. Rosemary est libre, Rosemary se balade, se promène, profite de la vie, voilà. Rosemary est une femme indépendante, attention. Tant qu'à ne pas être cette femme au foyer, donc cet objet qu'elle a été dans le premier, tant qu'à décider ici, vu qu'elle a un traumatisme, on aurait pu exploiter ce traumatisme jusqu'au bout. Mais il ne revient pas, ce traumatisme. Elle a perdu un premier enfant, ils seront à Paris, donc pour qu'elle se remette, et ça n'intervient plus dans l'histoire. C'est des peurs, voilà. Donc il y a toujours cette fameuse double couche, quoi, toujours chez cette réelle. En fait, ça donne vraiment cette impression d'excès de zèle. Parce que Guy est à la fois écrivain, mais il est aussi à la Sorbonne, il enseigne. Donc c'est naze. Rosemary a perdu un enfant, donc maintenant elle est enceinte, elle tient à sauvegarder cet enfant parce qu'elle a déjà perdu un enfant, mais aussi elle tient à le sauvegarder parce qu'elle croit que des gens lui en veulent au sang de son enfant. Pourquoi ces doubles précautions à chaque fois, ces doubles couches, quoi? Si on part sur la piste d'une Rosemary qui a perdu son enfant, donc qui est traumatisée par la perte du mort-né, là, ça suffit, c'est bon. La secte peut exploiter cela, c'est parfait. Écoutez, nous avons des solutions que vous ne pourrez pas refuser. Voilà, vous voulez un enfant? Nous, on peut vous faire un enfant qui ne crèvera pas. Celui-là, il ne risque rien. Celui-là viendra à la vie, en fait. Donc, par contre, il faudra coucher avec un autre homme que votre mari. Et ne vous inquiétez pas s'il a des écailles ou des griffes. Voilà. Et elle serait peut-être tentée. Parce que du coup, c'est le sens qu'elle donne à sa vie et bientôt, elle ne pourra plus faire d'enfant, peut-être. C'est tellement tordu que j'adore, en fait. Première scène tragique. Donc, l'enfant mort-né n'est qu'une excuse pour les faire venir à Paris. Littéralement. C'est le pire usage d'un mort-né que j'ai jamais vu. Parce qu'il y a de bons usages de mort-né. Voilà. Je dois quand même reconnaître en aparté que si on partait du scénario-là, effectivement, où la secte approche Rosemary et non pas le mari, non pas Guy Woodhouse, donc qui est complètement ignorant de ce qui est en train de se tramer, là où les enjeux auraient été peut-être moins forts, c'est qu'elle n'aurait pas eu besoin de Guy pour prendre sa décision. Donc, en fait, l'implication de l'homme ici dans ce deal est moins fort, en fait, moins forte. Alors que dans l'autre sens, si le deal est passé avec Guy, lui a besoin de manipuler sa femme pour remplir sa part du marché. Parce qu'il n'a pas d'utérus, en fait, tout simplement. Donc il a besoin qu'elle remplisse sa part du marché sans être d'accord. C'est pour ça que c'était terrible. Là, dans l'autre sens, Guy Woodhouse aurait juste été témoin de sa femme qui peut-être tout d'un coup mystérieusement tombe enceinte et qui est prête à mettre au monde cette monstruosité-là. Et le scénario ne peut pas tourner au point où en fait il s'en rendrait compte et il essaierait de se débarrasser de ce rejeton. Enfin, ça serait hardcore. Mais bon, ça reste quand même plus intéressant que ce qui va nous être proposé là. Donc voilà. Alors un autre point du film quand même qu'il faut souligner, c'est que le film a un très mauvais rythme. C'est incroyable. Par exemple, on a une scène où Rosemary est en train de marcher dans la ville de Paris. Donc c'est ça, vraiment Rosemary. Au début, son rôle c'est ça, c'est se promener dans Paris, visiter la Tour Eiffel, le Jardin Luxembourg, l'île Saint-Louis, voilà. Et donc elle arrête des passants pour voir leur bébé. Donc quand elle voit une femme passer avec son landau ou un couple, elle les arrête parce qu'elle veut voir leur bébé. Donc elle est hyper flippante et malaisante en fait. Donc bref, elle est en train d'arrêter des gens et tout d'un coup là, on va avoir une scène avec un voleur, mais le voleur le plus motivé du monde et le moins discret, mais peut-être de tout Paris quoi, et qui essaie de lui arracher son sac, qui court enfin il y a des cris dans tous les sens, il se ramasse une bagnole, il tombe, il laisse tomber le sac, il se barre en courant et après ça redescend tout de suite. Ça redescend net. On a une scène de vol qui ressemble à un attentat et tout d'un coup ça redescend net. Du coup le montage est absolument moins engageant. On n'est pas du tout dans ces plans posés et fixes et en fait et inquiétants avec ces plans qu'on a pu avoir dans le film de Polanski en fait avec des portraits, ces gros plans sur les... Non.
Donc, suite au vol de ce sac à main, en fait, c'est là que Rosemary va rencontrer. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'elle va se rendre compte qu'ils vont récupérer un sac à main, en fait, du voleur, mais en fait, non, ce n'est pas le bon. C'est un autre sac à main qu'il a aussi volé. Donc, il avait un sac à main sur lui au moment où il l'a volé, puis il a vu le sac à main de Rosemary, il s'est dit, bah, je vais en prendre 2 pour le prix d'un, parfait, tant qu'à faire. Donc, du coup, il a cet accident, il laisse tomber un autre sac à main. Enfin, c'est quoi ce voleur, quoi, en fait? Enfin, bref. Et elle récupère un sac à main, et finalement, à l'intérieur, ce qu'elle trouve, c'est les papiers de Margot Castavet. Donc, elle va vouloir rendre ce bien à sa propriétaire. Donc, c'est comme ça qu'elle se rend à la Chimère. Donc, en arrivant à la Chimère, elle va rencontrer Margot Castavet, elle va lui rendre ses affaires et Margot va tout simplement l'inviter à dîner dans leur immeuble. Donc c'est la fameuse Chimère. Cet immeuble a aussi donc apparemment des histoires funestes à son actif. On verra comment on l'apprend. Donc Rosemary va décliner l'invitation au début, mais ce soir-là, en rentrant avec Guy, ils essaient de se faire à manger, ils crament leur plat. Et donc du coup, est-ce que c'est un coup de la secte? Je ne sais pas. Ça m'étonnerait quand même qu'ils fassent une... De toute façon, ils n'avaient aucun bien appartenant à Rosemary. Donc c'est peut-être un coup du diable. Donc du coup, ils se disent, vu qu'on n'a pas le choix, on va accepter en fait. Et donc ils acceptent de se rendre à cette invitation à dîner. Et c'est là qu'ils vont rencontrer le couple Castavet, Roman et Margot Castavet. Margot ici, donc c'est toujours la sorcière alchimiste, mais c'est vraiment plus prononcé, c'est vraiment dit. Elle a voyagé à travers le monde pour cumuler des connaissances, des savoirs, tous liés en fait à l'herbe. Voilà, c'est une herboriste aussi. Roman, lui, c'est le charisme et le pouvoir en eux, en fait, vraiment incarné. Donc, ils sont beaucoup plus jeunes. Ils sont beaucoup plus jeunes ici. Ils sont dans la force de l'âge. Ils ont la quarantaine, je dirais, cinquantaine, vraiment à tout casser. Petit couple bobo, bien installé dans le Marais. Ils sont dans le Marais ou sont dans le 7e. Ils doivent être à Saint-Germain. Je dirais plutôt Saint-Germain. Donc, d'une part, on a cette connaissance des vertus des herbes et des plantes, ainsi que les disciplines, en fait, un peu spirituelles. Donc, c'est ça, en fait, le pouvoir de Minnie, je dirais. C'est ce qui lui permet sans doute d'agir sur la réalité. Donc, en droguant les gens, peut-être. Et ils ont aussi, comme dans le roman, et dans le film de Polanski, donc cette fameuse magie sympathique, en fait, d'association. Donc, quand un objet appartient à quelqu'un, le fait de mettre la main sur un objet appartenant à quelqu'un, ça nous permet d'agir sur cette personne, de lui jeter des sorts ou de la manipuler ou de la tuer, en fait. Donc voilà, ils ont quand même ces mêmes pouvoirs-là. Alors, un autre aspect que je trouve intéressant ici aussi, c'est en quoi cette secte, contrairement à la secte des vieux papis de quartier qu'on a dans le roman et chez Polanski, c'est en quoi cette secte peut en fait... Comment elle embauche, comment elle attire à elle ces gens, comment elle va attirer Guy par exemple. Là, on a plutôt une société assez riche en fait. C'est des gens riches, beaux, intelligents, intéressants. C'est vraiment la haute société. C'est pas juste des petits papis croulants qui connaissent la magie obscure. Non, c'est pas ça du tout là ici. Donc c'est cette société en fait qui a obtenu un contrôle, petite société qui a bien obtenu un contrôle sur le monde, on pourrait dire, et qui font leurrer en fait cette appartenance-là. Donc en fait c'est une façon comme ça de faire courir les gens. Donc après eux, qui essaient de rentrer à tout prix dans ce milieu, dans cette famille. Et donc là, on est prêt à faire pas mal de choses pour eux, en fait. Sauf qu'on ne finira jamais par rentrer réellement là-dedans. Mais on continuera à courir après cette promesse. Comme Guy en fera les frais. Donc ça marche bien aussi, du coup. C'est un pouvoir, finalement, non pas forcément un pouvoir aussi vulgaire que celui de la magie, du sort jeté parce qu'on a un bien qui appartient à l'autre. Ça, je trouvais ça un peu cocon. Enfin, j'ai jamais été convaincu par cette sorte de magie, mais ici, ils en ont une, en fait, qui est bien concrète. C'est le pouvoir, tout simplement. C'est le pouvoir. Ce n'est pas mettre la main sur un bien qui vous appartient qui va leur permettre en fait de vous jeter un sort, non. C'est qu'ils vont mettre la main sur des choses qui vous concernent, des choses, vos secrets, tout ce qu'il faut en fait. Ils ont assez de contact, assez de puissance pour cela, et c'est comme ça qu'ils vous tiendraient. Donc c'est une façon de rendre la chose plus concrète, je trouvais. Pareil, ils vont vous attirer à eux, justement grâce ou à cause de cet étalage de richesse, de pouvoir, encore une fois, tout simplement. Et donc, il faut à tout prix rentrer dans cette famille-là, il faut à tout prix rentrer dans cette société-là. Donc ça tient bien aussi. Donc, c'est là que je disais, sinon je ne parlerai pas de la mini-série, c'est qu'il y a quand même de bonnes idées, de bonnes pistes. Si elle était juste à jeter, j'en parlerai pas. Mais il y a au moins des bonnes pistes comme celle-ci. Donc, le dîner, justement, on va faire très dîner de cons. Rosemary et Guy ne savent pas, en fait, qu'ils sont comme des agneaux, en fait, dans la louverie. Et là où c'est dommage, donc ils sont là, au milieu de ces gens. Donc, eux, ils se trouvent absolument minables par rapport à ces gens. Enfin, ils sont même moins bien habillés que les serveurs, si on veut. Mais ce qui est dommage, en fait, c'est qu'ici, ce n'est pas une rencontre qu'avec des membres exclusifs de la secte. C'est qu'il aurait donné une scène vachement intense, en fait, où malgré les bonnes manières, et malgré, en fait, cette hauteur que ces gens ont, donc Rosemary et Guy qui ne savent pas ce qu'ils foutent là, putain, ils font vraiment pecno. En fait, toute la véritable attention est focalisée sur eux. Et que dès qu'ils ne s'en rendent pas compte, en fait, dès qu'ils quittent une pièce, les gens sont silencieux et observent, en fait. Observent qu'ils viennent de partir. Et sans le savoir, ils ont vraiment tout l'intérêt de cette société-là qui les ignore, qui fait mine d'être occupée par des choses plus importantes ou d'être dans d'autres sphères. Mais en fait, non. Leur intérêt premier ici, c'est Rosemary, ou Guy, en tout cas. Donc non, malheureusement, ici, c'était un dîner mixte, parce qu'on a des personnages qui, on apprendra plus tard, ne sont pas dans la secte. Mais peut-être qu'on essaie d'attirer dans la secte à ce moment-là. Donc on a ici un portrait des satanistes, en fait, qui n'est pas mal. Ici, ce sont des serviteurs sataniques du diable. Ici, ils ont clairement consacré leur vie à des plaisirs matériels. C'est des gens riches, aisés, et ils aiment ça. Ils aiment le bien, ils aiment le pouvoir, ils aiment posséder des choses, avoir des choses.
Et ils appartiennent au haut gradé de la société et ils ont tout. Ils ont la beauté, ils ont le charme, ils ont la prospérité économique, ils ont le pouvoir social, ils ont le pouvoir politique. Parmi eux, on va retrouver des membres de la classe médicale, de la classe politique, des philanthropes, des artistes. Et tous ces gens attendent en quelque sorte l'arrivée de l'Antichrist de manière tout simplement nihiliste en fait. Et ça me fait penser à l'autre con là de Noah là. Enfin, un intellectuel à la con qui fait des émissions à la télé qui avait dit non mais moi ça me dérangerait pas de mourir. De toute façon j'ai tout vécu, j'ai écrit un beau livre, j'ai eu des gosses, connard. Et c'est le premier qui te pousserait dans les marches en fait si jamais l'enfer se présentait. Enfin bon bref. Et donc voilà, mais on peut y croire en fait, on peut y croire que cette société-là soit là en fait dans ce désir nihiliste en disant non mais il faut expulser la fange en fait et que l'Antéchrist va les aider à nettoyer ces sociétés de merdeux qui sont dans leurs pattes en fait et qui réclament en plus l'ISF. Voilà. Donc voilà, petit dîner mondain dans le Paris du 7e, moi je dirais Saint-Germain mais bon. On va rencontrer donc, il y a un personnage quand même qui va avoir une importance ici, c'est Fontaine. Alors c'est un flic, il est dans Taken en plus, donc petit atout, c'est le flic français traître là dans Taken. Et donc voilà, qui n'est pas un membre de la secte, mais peut-être qu'on essaie d'attirer là dans la secte. On verra plus tard que la secte le veut vraiment. Il y a encore une façon d'élargir leur pouvoir. Donc Rosemary et Guy traînent un peu, rencontrent des gens intéressants. Tout de suite, Roman Castavet prend Guy sous son aile et Rosemary se trimballe un peu. Et là, à un moment donné, sortie de nulle part, Rosemary ouvre une pièce, parce qu'elle cherche les toilettes, je crois. Elle ouvre une pièce et elle tombe sur une orgie. Enfin, c'est une scène d'orgie. C'est pas vraiment une orgie, mais c'est un plan. Enfin, c'est un gangbang. Non, c'est à l'inverse du coup, parce qu'il y a un homme et plusieurs femmes. Parce qu'un gangbang, c'est plusieurs hommes et une femme. C'est un gangbang féminin. Ouais. C'est un gang de femmes qui bang un mec. Et ce mec s'avère être le diable. Et là, le diable la fixe. Donc, il a toutes ces femmes sur lui. Je crois qu'elles sont que 3 en même temps, c'est que j'exagère. Il la fixe. Et là, tout de suite, Rosemary a une sorte d'orgasme sur place. Donc, le diable a les yeux bleus. Donc, il la regarde avec ses yeux bleus intenses. Et là, elle a un orgasme. Et je repose la question, pourquoi Rosemary ? Pourquoi l'a-t-elle choisie ? Est-ce que c'est parce que c'est la productrice du film ? Parce qu'en fait, c'est Zoé Saldana qui joue Rosemary et elle a produit le film, effectivement. Donc, c'est pour ça, peut-être. Et d'où lui vient ce pouvoir, en fait ? Le diable, maintenant, te fixe et tu as un orgasme. Est-ce que c'est elle ou c'est lui, en fait ? Je sais pas. J'aime bien parce que dans ce film, finalement, en fait, Rosemary va avoir une sexualité qui est beaucoup plus assumée. Déjà, elle est beaucoup moins naïve dans le départ. Elle est aussi capable de pousser, de gueuler un coup s'il le faut. Mais voilà, à un moment donné, elle veut se toucher, elle se touche. Et je pense que le diable joue là-dessus. Et donc, peut-être que l'orgie est une illusion qui reflète un des fantasmes les plus profonds de Rosemary, qui, en voyant cela, de manière prise au dépourvu, en fait, a les ovaires qui explosent, quoi. Mais bon, on va le rencontrer plus tard, le diable. On dirait pas que c'est une illusion. Et clairement, on le voit dans cette scène, il n'a pas de mal à procréer, vu qu'il a engendré en plus Roman derrière. On apprendra en fait que Roman est le fils du diable, et ça on reviendra dessus. Donc, pourquoi, encore une fois, a-t-il besoin de Rosemary ? Il a un harem docile, là, s'il veut, en fait. Donc, je n'ai jamais compris. Ce n'est pas parce que ça s'appelle Rosemary Baby, donc on sait que c'est le personnage principal et elle s'appelle Rosemary. Ce n'est pas parce que c'est le personnage principal que tout tourne autour d'elle, en fait. Faut le justifier. C'est pas Twilight, putain. Donc ce soir-là, ce qu'ils vont faire, la secte va faire un cadeau au couple Woodhouse. Ils vont leur offrir un chat noir. Alors c'est pas mal parce que le chat, c'est habituellement un familier de la sorcière, justement. Et donc du coup, en donnant ce familier à Rosemary, au Woodhouse, c'est une façon peut-être de les espionner ou d'agir chez eux à leur insu. Et donc du coup, ce qui va se passer en plus ce soir-là, cette nuit-là, Rosemary et Guy vont aller au lit. En fait, il va y avoir un incendie dans l'appartement. On peut se demander, est-ce que c'est le chat qui a foutu le feu avec son haleine fétide ? C'est une bonne question. On ne saura pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Margot et Roman, je ne sais pas pourquoi ils les appellent d'ailleurs, je ne sais plus, mais en tout cas, ils les retrouvent à l'hôpital parce que Guy aurait inhalé de la fumée. Et ils se retrouvent donc à l'hôpital. Et Rosemary est là à l'hôpital avec le chat sur les genoux, elle est toute paniquée. Quand Margot et Roman débarquent là-dedans, ils les invitent finalement à venir vivre dans leur appartement, le temps de se remettre. Donc là, en fait, Rosemary à ce moment-là n'est pas seule. Il y a une certaine Julie dont je n'ai toujours pas parlé. Alors Julie, c'est une amie qu'il rencontre à Paris. Alors attention, Julie, c'est à la fois Hatch, c'est aussi l'ex de Guy, c'est aussi une très bonne amie de Rosemary. Comme je disais depuis le début, cette réalisatrice a tendance à mettre 3 couches sur chaque personnage. Un personnage doit être profond, oui. Un personnage ne peut pas juste se limiter, ça c'est Minnie, c'est la copine de Roman. Effectivement, oui. Ou ça c'est Julie, oui, bien sûr qu'il faut rendre les personnages un peu plus intéressants, leur donner d'autres traits, mais sa solution à elle, c'est littéralement, en fait, de prendre dans une histoire plusieurs personnages, de les traiter comme des couches et de poser toutes ces couches-là, d'aplatir ces couches en question et de les poser sur un de ces personnages. Ça donne ces fameux personnages multifonctions qui n'ont aucun sens au final. Donc Julie, si on veut, c'est une très bonne amie de Rosemary, qui est à Paris, qui va sortir Rosemary, elles vont aller faire des cours de cuisine ensemble, mais elle est aussi à la Sorbonne, où elle intervient, mais elle est aussi l'ex de Guy, et c'est elle du coup qui lui a proposé le plan d'enseignement à la Sorbonne, et elle est aussi Hatch. Donc voilà, là on a Julie qui est présente et qui dit à Rosemary, mais c'est une superbe nouvelle, mais il faut y aller là s'ils vous invitent chez eux. Mais il faut y aller, il faut se jeter sur l'occasion. S'il y en a un couple riche qui vous propose de prendre un appartement chez eux, mais il faut se jeter sur l'occasion tout de suite. Voilà la Julie en fait, elle enseigne à l'université en même temps en parallèle, faut le savoir.
Donc c'est dommage. Julie, en fait, aurait dû voir ce que Rosemary ne voit pas dans sa douleur et dans sa rapidité à accepter de l'aide. Parce que là, elle est à la rue, son appartement vient de brûler, son copain est comatosé à côté avec trop de fumée dans les poumons. Voilà, ce qui aurait fait de Julie un personnage intéressant. On sent que Julie, donc, comme je disais ici, joue un peu le rôle d'Hatch, donc la conseillère un peu, qui conseille Rosemary, tout cela. Et bien sûr, elle va être vue à un moment donné d'un mauvais œil par la secte qui comprend qu'il faut qu'il l'élimine. Mais en fait, elle n'a absolument pas la finesse d'Hatch. Et par exemple, dans cette confrontation qu'ils ont, enfin dans ce moment, cette rencontre qu'ils ont à l'hôpital, quand les Castavet vont inviter Rosemary et Guy, elle est toute béante, elle est toute contente en fait. À aucun moment elle se dit, mais attendez, c'est elle la chimère? Mais attendez, j'en ai entendu parler de la chimère, c'est un peu chelou. Au moins pour poser cette ambiance un peu flippante. Mais vous êtes sûr que vous devriez faire ça? Enfin, la chimère, elle est réputée pour ci, pour ça. Non. Donc en fait, on va à la chimère sans souci. En fait, on saura que la chimère est dangereuse bien plus tard. En tout cas, qu'il s'est passé des choses bien plus tard. Donc on n'a même pas cette angoisse en y allant, en s'y installant. On n'a pas cette angoisse, en fait. Alors que dès le début du roman, Hatch nous pose ces bases-là. Il nous pose, en fait, le passif de cet appartement. Il nous dit, vous êtes sûr que vous voulez y aller? Vous êtes sûr? Ok, j'ai rien dit, vous avez raison. Bon, je me méfie peut-être, je suis un vieux con. Mais nous, on n'a pas oublié ça. Donc ça reste. Donc ils y vont, mais nous on est là à regarder à tous les coins de mur en se disant quand est-ce que ça va partir, d'où ça va partir en fait. Mais finalement ça part pas. Voilà comment on joue un peu en fait avec les attentes du spectateur, c'est ça le truc. Donc voilà, officiellement, les Castavet vont prendre les Woodhouse sous leurs ailes. Et donc Guy, lui, va apprécier que Roman le prenne sous son aile en fait. Au début il va être d'accord. Mais finalement ils ont vraiment raté l'occasion en fait d'un Guy aigri et agacé par cette fortune qu'il ne peut pas s'offrir. Donc ce couple le prend sous son aile, il pourrait presque mal le prendre en fait. Eux, ils sont justement, c'est des intellos, c'est ce monde en fait d'idées qui a réussi par contre, alors que lui galère à écrire son livre et il ne trouve même pas un éditeur preneur finalement. Donc je ne parle même pas de le publier. Et du coup, Guy est moins accroché tout de suite par Roman au premier coup, comme on a pu l'avoir dans le livre, où en fait l'autre comprend que c'est un personnage de théâtre et trouve les bons mots pour le choquer. Enfin, pour le choper plutôt. Et pourtant, quand on y pense, peu de choses séparent l'écrivain de l'acteur frustré en fait. L'écrivain ici, dans la mini-série, et l'acteur qui était l'autre Guy Woodhouse. La frustration. Malheureusement, ici, la manipulation apparemment va être double. On va lui promettre une belle carrière universitaire, ainsi que l'inspiration d'écrire un roman formidable. Voilà. Encore une fois, comme je disais, la réalisatrice assure tous les plans. Comme ça, au moins, il n'y a pas de risque. Voilà, elle colmate toutes les brèches. Rosemary, elle, va être un peu plus réservée par rapport à cette bienveillance en fait des Castavet. Et a raison d'ailleurs. Parce que quand on y pense, donc ils vont les mettre dans l'appartement. Dans l'appartement, ils vont trouver des vêtements. Alors, à leur taille, les vêtements. Ils ont rempli l'appartement de vêtements chics et beaux à leur taille, à leur mensuration. Ce qui est hyper creepy en fait. Les cadeaux que vont offrir la secte ici sont, en fait, subtilité n'est pas le mot. Et c'est juste des cadeaux. C'est des costumes, c'est des bijoux, c'est un bel appartement. Alors que dans le film, ou dans le roman, ce n'est pas seulement des cadeaux, c'est répondre, en fait, enfin, en apparence en tout cas, c'est répondre aux frustrations les plus profondes de la victime. On offre à Guy la gloire et un bébé à Rosemary. Et donc il y avait pourtant de quoi faire ici, avec la frustration de Guy en écrivain raté. Mais encore mieux avec l'envie de maternité de Rosemary, comme je disais, après de multiples fausses couches. Les enfants du diable ne peuvent être mort-nés. On pourrait donc lui promettre une grossesse surnaturelle, certes, mais lui assurer un enfant en bonne santé. Il y avait quelque chose même à faire avec le chat qu'offrent les Castavet, parce que le chat miaule comme un bébé, en réalité. Donc c'est comme un bébé qui pleure. Donc histoire de bien faire rêver de bébés morts ou vivants, ça dépend, ça aurait été génial comme façon d'insuffler des idées à Rosemary. Juste en passant par le chat, le fameux familier de la sorcière. Mais voilà, c'est une piste avortée. Faut que j'arrête avec ces jeux de mots à la con, en fait. Donc les Castavet, bien sûr, on va suivre un peu la même stratégie que dans le roman, mais on va juste prendre son temps en le faisant. C'est-à-dire que les Castavet vont resserrer leur étau sur Guy au fur et à mesure. Donc tout d'abord, comme j'avais dit, ça va être sa carrière à la Sorbonne. Il y a un poste intéressant qui se libère et une enseignante est principalement en liste pour y être promue. Donc c'est une vieille enseignante qui est là depuis longtemps. Donc Guy vient d'arriver, c'est un chargé de TD, Guy. Il n'y a aucune raison qu'il ait ce poste. Même s'il était maître de conf, il vient d'arriver. Enfin, du coup, il n'est même pas maître de conf, il est chargé de TD. Il vient d'arriver. Il a un contrat précaire d'1 an. Bon, la secte se dit, pour se le mettre dans la poche, on va avancer sa carrière, il nous sera redevable. Mais là encore, c'est n'importe quoi quand on y pense 2 minutes. Parce que déjà, malgré les réticences de Guy, en fait, c'est Julie, sa pote, qui le fait candidater au poste convoité par l'autre enseignante aussi. Mais Guy, lui, est réticent. Mais il entend l'argument. Il a besoin d'argent, même s'il ne veut pas s'enfermer dans une carrière d'enseignant. Donc, dès le départ, la secte le travaille sur un mauvais axe. Une carrière qui ne l'intéresse pas. Sa carrière à la fac, c'est juste qu'il est obligé de faire pour gagner sa croûte. Mais ce n'est pas ce qu'il veut faire. Plutôt que de miser sur sa carrière de romancier, la secte va
va essayer de lui faire avoir un poste qu'il ne veut pas vraiment et qui est juste un poste financier, encore une fois. Donc ce n'est même pas ce fameux cadeau dont je parlais. Pour dire les choses simplement, la secte dans le roman et dans le film de Polanski fait des cadeaux tout pétés en fait, en réalité. Ça leur coûte rien ce qu'ils font. Enfin, si, il faut jeter un sort, mais les cadeaux sont pétés quand on y pense bien. Qu'est-ce qu'ils ont offert à Guy? Ils lui ont juste offert une apparition dans une scène importante. Lui n'a pas demandé la gloire, il n'a pas demandé d'être milliardaire à vie, enfin j'en sais rien moi, qu'il chie de l'or, j'en sais rien. Non, il demande juste à réussir à avoir une place dans une pièce, à avoir le rôle principal. Donc tout ce qu'ils ont à faire, c'est de rendre aveugle notre comédien. Et du coup, il a la pièce. Mais c'est tout. C'est Guy ensuite qui remplit ce rôle, ce poste de toutes les attentes qu'il a. Donc pour lui, ça y est, la gloire va arriver, le machin. Mais à aucun moment, il n'a pensé à demander directement cette gloire ou à demander... Enfin, il va demander un truc tout bête qui ne coûte rien à la secte finalement, mais la secte sait que c'est cette corde qu'il faut jouer. Parce que même si c'est de la merde, ce crétin-là, lui, met beaucoup de choses là-dedans. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est comme avoir, je sais pas moi, c'est comme avoir un malade qui souffre, et du coup, que la secte l'approche en lui disant, écoute, on a besoin de toi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse un échange pour toi? Et qu'ils disent, j'ai trop mal, je veux que la douleur cesse. Et juste qu'ils lui mettent un shot de morphine. Donc oui, il ne ressent plus la douleur, il est content peut-être, il se dit, putain, je commence à guérir, mais non, il faut juste shooter à la morphine. C'est la même chose là pour Guy. Ils lui ont pas offert le succès. D'ailleurs, on verra dans le 2 que Guy n'atteindra jamais le succès. En fait, il a juste eu un rôle à un moment donné. Ils ont bien joué leur rôle. Ils ont tiré sur la corde qu'il fallait. Et le reste a roulé tout seul. Ils ont chopé Guy. Ici, ils lui font des cadeaux, mais grotesques en fait. C'est grotesque, c'est beaucoup trop. Ça manque la subtilité que la secte du livre avait. Ils auraient dû miser sur la carrière de romancier. Là, c'était quelque chose. Là, c'était quelque chose de plus sérieux. Cet homme s'est donné corps et âme là-dedans. Donc, une fois qu'on s'est à ce point investi dans quelque chose, le fait même d'avoir un éditeur qui dit d'accord, on va le publier, waouh, c'est le début de la gloire, enfin, c'est le début de la reconnaissance et enfin son travail va être reconnu à sa juste valeur, alors qu'en fait non, c'est juste le début des emmerdes en fait l'éditeur qui dit oui. Mais ça aurait été suffisant ça. Ouais, on a trouvé un bon contrat chez Gallimard, ils vont tout signer, etc. Oui d'accord, super, mais ça ne veut rien dire. Sur le long terme des choses, ça ne veut rien dire. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier sa femme pour cela? Non. Mais arriver à jouer cette corde-là de la bonne façon pour arriver à ce que cet homme accepte ce contrat-là, c'est tellement funeste, c'est tellement ridicule, enfin c'est très cynique, voilà, le terme serait plutôt cynique. Lui donne tout ce qu'il a de plus cher, l'amour de sa femme. Il sacrifie cela pour avoir justement le premier rôle dans une pièce de théâtre. C'est un cynisme parfait qui est vraiment à l'image de la ville de lumière que représentait Guy. Donc ici, s'ils ont décidé d'avancer sa carrière à l'université, encore une fois, il faut savoir pourquoi. Hein. C'est juste pour assouvir en fait le fantasme touristique de la réalisatrice qui peut du coup dès lors faire de beaux plans de la Sorbonne parce que du coup des choses se déroulent à la Sorbonne. Donc voilà, elle est contente, elle peut faire ses plans de la Sorbonne. Mais elle a sacrifié son film pour faire un spot publicitaire pour la ville de Paris, quoi. C'est vraiment dommage. C'est dommage parce que du coup, en faisant cela, ça nous fait croire que secrètement Julie travaille pour la secte parce que c'est elle qui finalement a fait venir le couple à Paris en leur disant qu'elle avait. Donc ça aurait pu être un twist ça, que dès le départ Julie travaillait pour la secte. Mais en fait, non. On n'en parlera même pas, en fait. Et Julie travaille à la Sorbonne aussi. Donc, bon, un autre point. Alors, le pire là-dedans, et là, c'est vraiment comprendre tout de travers. Je suis désolé, mais c'est incroyable, quoi. Comment on peut louper ça? En fait, c'est Roman qui va récupérer un stylo qui appartient à la vieille prof juste avant son entretien pour le poste. Et on comprend, en fait, que cette vieille prof va être notre Donald Baumgart, en fait, dans cette mini-série. En gros, le concurrent à éliminer pour mieux ferrer Guy. Or, d'une part, déjà, Guy n'est pas encore converti à la secte et ne se doute pas encore clairement de ce qu'ils sont capables. Ce qui fait que ce cadeau tombe à l'eau. Il va avoir le poste, mais pourquoi devrait-il faire le rapport avec le fait que Roman a chopé un vieux stylo? Enfin, complètement con. Il ne sait pas, il ne sait rien de tout ça. Donc tout d'un coup, lui va juste se dire, génial, il y a un poste qui se libère, finalement on m'a pris, d'accord, je voulais pas y aller, mais je vais... En plus, c'est un gars qui râle tout le temps, mais je veux pas enseigner, moi je veux écrire mon roman. C'est un petit con. Donc, il obtient ce poste, mais ils l'ont mal fait, ça. Le service doit arriver après. Il faut d'abord lui parler et lui dire, écoute, on a vu ce qui t'intéressait, nous, on peut te proposer des choses. Ah, et on peut, ouais. Tu veux ce poste, ça t'intéresse? Ok, bouge pas, observe. Et là, par sorcellerie, le principal concurrent est out et le poste lui revient. Et on se rappelle l'effet que ça avait fait au gars dans le roman. Il était là, il était abasourdi. What the fuck? Mais c'était pas une blague, il peut vraiment faire des choses pareilles. Il avait eu besoin de sortir, faire un tour pour se clarifier les esprits parce que c'était énorme, quoi. Ils lui ont dit cela, mais ils lui ont pas dit de manière cash comme ça, franche. De toute façon, on n'a jamais eu la discussion que Roman a eue avec Guy, mais c'est ce qui a dû se passer. Ok, si je comprends bien, tu veux tel poste. Ok, il y a un autre qui risque de l'avoir à ta place. D'accord. Tu sais, nous avons des moyens dont je ne parlerai pas tout de suite, mais des moyens. Écoute, observe dans les jours qui viennent ce qui va se passer. Je ne parle même pas de ce qu'ils lui ont fait faire pour le moment. Je vais en parler après, de ce qu'ils font faire à Guy, je veux dire, mais déjà de lui dire qu'on sait faire des choses. Observe, voir. Et là, tout d'un coup, ça arrive à la réalisation. Et là, le gars qui est, what the fuck, blew my mind. You blew my mind. On n'a pas ça. Donc voilà, le cadeau déjà tombe à l'eau. Et d'autre part, en prenant lui-même le stylo, c'est là que je voulais en venir du coup, de ce qu'ils font faire à Guy dans le roman. Ici, c'est Roman qui prend le stylo de la prof. Roman fait de l'ombre à Guy, en fait, et lui retire l'occasion de se compromettre. Il retire à la secte ce levier qu'ils ont eu sur lui dans le livre.
Ce moment où il sait, en fait, c'est que c'est lui qui doit le faire. Le moment où il se salit les mains, en fait, en condamnant Baumgart pour avancer sa propre carrière. C'est lui qui fait l'échange, c'est lui qui prend la cravate, c'est lui qui la remet à la secte. Une fois cela fait, il ne peut plus reculer et doit honorer sa contrepartie, en promettant du coup le viol de sa femme, en aidant à la surveiller, en condamnant Hatch, voilà, parce que ça y est, il s'est sali les mains, il a mis le doigt dans le crime, il faut qu'il aille jusqu'au bout en fait, pour ne pas tomber. Et c'était ça la force de l'échange des cravates, même si c'est une connerie en vrai, comme je l'avais dit, parce qu'il aurait dû voler la cravate en réalité, pour qu'elle continue à appartenir à Baumgart. Vu qu'ils ont échangé, la cravate lui appartient. Donc en fait, le sort aurait dû se retourner contre Guy. Mais est-ce que c'est finalement ce qui s'est passé? Non, twist à la con, mais bon. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est juste qu'il était compromis, notre Guy dans le roman. Avec ce premier geste mêlé d'excitation et d'incrédulité en fait. Mais voilà, comme le petit criminel qui fait son premier larcin. Une fois qu'il avait réalisé les conséquences de ce qu'il venait de faire, une fois qu'il avait réalisé que c'était bien réel, il ne voulait surtout pas que la secte lui retire ce qu'il venait de lui offrir. Aussi minable que cela nous paraisse en fait. Mais pour lui, c'est beaucoup. Et surtout, il était complice du crime. En fait, il ne pouvait plus se retirer comme ça sans redouter ce que la secte pouvait lui faire, maintenant qu'il a vu ce qu'ils savent faire. Donc qu'est-ce qu'ils auraient pu faire s'ils se défilaient ou s'ils les dénonçaient auprès de Rosemary? Ils auraient pu déjà le mettre à mort. Mais comme j'avais dit, moi, je pense que notre Guy, c'était un con. Donc, je pense qu'il pensait même pas pour sa vie, mais il pensait plutôt à qu'est-ce qu'il pourrait retirer. Il pouvait rendre la vue à Baumgart, qu'il pouvait revenir. Oh mon Dieu, il perdait son premier rôle. C'est ça, en fait. C'est comme ça qu'il le tenait. Et il s'était compromis. Ici, notre Guy, ici, dans la mini-série, est absolument clueless. Il n'a aucune idée de ce qui est en train de se tramer. Il n'a rien eu à faire de ses propres mains. C'est un putain de témoin dans ce drame qui est en train de lui arriver. Il ne se doute de rien. Et c'est ça qui est dommage. Un sort qui est jeté par la secte ne devrait pas être pris autant à la légère. Les conséquences doivent être tragiques et tous ceux impliqués doivent en accuser le coup. Ne serait-ce que dans l'évolution du personnage aux yeux du spectateur. Ce film banalise en fait ce pouvoir maudit. Et c'est ça la chose, c'est trop simple du coup. En plus, mais c'est qui tue le truc jusqu'au bout. En fait, Rosemary va surprendre la secte qui officie en pleine journée. Ils sont en train de jeter le fameux sort en pleine journée. Ils sont dans leur salon. Alors j'aime bien comment ils le font par contre. Parce que là, cette fois-ci, ce qu'ils font, c'est qu'ils rient. Ils sont tous en train de rire. On dirait que c'est la fête en fait, pendant qu'ils jettent le sort. Donc ils chantonnent, tout machin, mais ils sont tous rire, toute joie. Donc on dirait qu'ils sont défoncés. Et j'aime bien ça, comme j'avais dit, vu qu'en fait, il y a vraiment ce côté herbe, etc., herboriste, de Minnie. Donc c'est peut-être ça en fait. La secte jette un sort, ou en tout cas décide du destin de quelqu'un en étant défoncé. Et en signant du coup les bons ou les mauvais papiers, je ne sais pas. Mais c'est ça quoi. C'est une façon comme ça de nuire à quelqu'un. C'est pas mal, c'est pas mal. Juste, peut-être le petit détail, c'est que nous n'avons pas le grotto obscur, donc la fameuse grotte là où ils officient, qu'on a dans le livre en fait. Nous n'avons pas ce côté gênant en fait, avec les vieux qui étaient tout à fait nus et réduits à leur plus simple appareil. Comme ils étaient là, je trouvais que c'était beau en fait, qu'ils soient regroupés tous ensemble comme des créatures primitives en fait, lançant des sorts grâce à des chants gutturaux. Ici, ok, ce sont des bobos dans une petite soirée en mode voix et geste et qui rient à gorge déployée. Bon, c'est moins impactant. J'aime bien le côté défoncé, mais c'est moins impactant, faut le dire. Donc ici, le sort est synchrone. Donc déjà, on n'a pas ce mystère des sabbats, comme on avait dans le roman, où en fait, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'ils chantonnent, qu'est-ce qui se passe là. On entend des chants bizarres avec une flûte, mais petit à petit, ça se précise, jusqu'au moment où la première fois où on voit vraiment ce que c'est qu'il est trop tard en fait. Le viol est en train d'avoir lieu. Ici, on a un aperçu en pleine journée de ce qui est en train de se passer, mais sans conséquences réelles pour Rosemary. Il y a quelqu'un qui va en souffrir, bien sûr, mais sans conséquences réelles directes pour Rosemary. Et c'est ça que je voulais dire. Les sorts sont pris à la légère, les incantations sont prises à la légère en fait. On ne peut pas voir un sabbat se dérouler et en sortir comme si de rien n'était. En sortir intact, ce n'est pas possible, ça ne devrait pas se dérouler comme ça. Il faut qu'il y ait un traumatisme derrière, il faut que ce soit choquant, il faut que la personne soit changée. C'est un putain de sabbat de sorciers qui sont en train de jeter un sort à quelqu'un avec l'assistance du diable. Même arriver à y jeter un coup d'œil à travers une serrure devrait vous marquer à vie. Le sort est synchrone dans la mini-série, ça veut dire que le sort est en train d'être jeté, il se passe en même temps. Il n'y a pas un effet délai, il n'y a pas un délai en fait, ça se passe tout de suite. Donc l'enseignante, à ce moment-là, en fait, la vieille enseignante est en train de passer son audition avec la direction. Sa folie, donc ils sont en train de jeter un sort de folie, donc ils ont son stylo, donc ils sont en train de jeter un sort de folie. Elle commence à voir des mouches un peu, donc je trouve que ça commence bien au début parce qu'elle voit des choses, donc elle devient un peu irritable, un peu excitée, elle commence à toucher un peu à tout, à chasser des mouches qui n'existent pas. C'est parfait. Subtil, mais vous avez dit subtil, cette réalisatrice n'aime pas le mot subtil, donc en fait il faut que ça aille plus loin que ça. Donc ça part en cacahuète, et ça finit de manière grotesque en fait. Les mouches auraient suffi, mais non, elle finit par commencer à s'égorger, mais c'est incroyable. En fait la subtilité dans ce film, c'est l'équivalent d'une blague sur le prout couvert d'une flaque de vomi. La nana, si je me rappelle bien, elle commence à prendre un stylo, elle s'égorge avec, elle s'ouvre le bide, oh là là là. Et en fait, Guy, comme par hasard, était à ce moment-là dans l'université. Il va entendre le directeur qui hurle, qui crie, qui sort de son bureau en hurlant, en criant. Il a peur, il court. Guy se précipite. Il y a Julie qui n'est peut-être pas loin aussi, je crois. Et Guy découvre la scène de la mort de l'enseignante. Et on dirait qu'il semble réaliser quelque chose.
Mais non, ta gueule, en fait, il ne réalise rien du tout. Il ne s'est pas mouillé, d'une part, et après, on voit Roman, là, qui est dans les parages, comme un espion qui lui fait des signes. En fait, mais c'est nul à chier. Guy n'a rien compris, il n'a rien capté, on ne lui a jamais parlé, il ne sait pas ce qui vient de se passer, il ne comprend. Guy est complètement dans les choux. Ce petit plan-là du gars qui dit « Oh mon Dieu, donc c'était donc vrai ?» Non, personne ne lui a parlé. Il n'a rien eu à faire en plus. Ça ne le regarde même pas, cette histoire. Par contre, effectivement, à partir de là, Roman va vraiment le prendre sous son aile. En plus, Guy obtient sa promotion. À un moment donné, ils vont se poser et Roman va commencer à lui parler on dirait qu'il parle de lui, il parle de Margot qui le complète, mais on pourrait presque croire qu'il parle à la place du diable aussi. Il parle pour le diable. Donc il lui dit que Margot le complète. Et Rosemary complète Guy. Et il le sait, ça. Encore une fois, je répète, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial? Mais bon, bref. Tout le monde le dit, quoi. Tout le monde répète à quel point elle est spéciale, mais on ne sait pas pourquoi. La première Rosemary n'avait justement rien de spécial dans le livre. C'est pour ça qu'elle a été choisie. Car c'était juste une pauvre, banale femme au foyer, en fait. Catholique, anti-avortement, isolée, facile à berner et habituée à écouter son mari et l'autorité. C'est tout. C'est justement parce qu'elle n'avait rien de spécial qu'elle était l'élue. C'était pas Noé dans Matrix. Elle est l'élue parce qu'elle est aussi intéressante qu'une mie de pain, j'ai envie de dire. Donc il fallait qu'elle soit facile à manipuler, facile à foutre dans un coin, elle ferme sa gueule, elle accouche de cet avorton au moment voulu, c'est tout. C'était ça l'intérêt de Rosemary au départ. Ici, Roman semble faire comprendre qu'ils ont leurs yeux sur Rosemary depuis le début. Et en échange de Rosemary, il semble promettre l'inspiration en fait d'écrire un roman magnifique pour Guy, qui jusqu'ici souffre en fait du syndrome de la page blanche et n'avance pas sur son bouquin. Le diable n'est donc pas que l'encerceleur maléfique, mais également le diable peut servir de muse. Donc si Guy est en panne d'inspiration, le diable peut lui donner l'inspiration qui lui manque. Mais il faudra sa femme en échange. Voilà un peu le deal tel qu'il s'avance. Ok, donc le diable comme muse. Oui, le diable est une bonne figure de muse en plus, hein, littéralement. Pourquoi pas? Ça marche. C'est reconnu dans la littérature. Pourquoi pas? Le diable, donc, qui va donner ses inspirations. Voilà. C'est toujours bien plus pertinent que le poste de maître de conf à la Sorbonne, en fait. Mais là aussi, et même ça, c'est mal fait, putain. Si c'est le diable qui va finir par être l'inspiration du roman de Guy, là, ça me fait presque penser à Lovecraft, en fait, le film In the Mouth of Madness. En fait, on a un roman qui est inspiré à l'écrivain par les entités obscures. L'écriture, le livre qu'il écrit, c'est un sort funeste qu'il va jeter à l'humanité. Le livre va permettre de diffuser une sorte d'envoûtement. En fait, le fait de lire le livre, donc, au début, on lit juste une histoire, on ne comprend pas, il n'y a rien de... Mais en fait, non, on est en train vraiment de s'auto-ensorceler. C'est ça l'idée. La lecture de ce livre rend fou, en fait, ou illumine, ou ouvre une certaine réalité. Et donc, l'humanité tout entière finit par sombrer dans la folie. Ça peut presque faire penser à Mein Kampf quand on y pense, en fait. Un simple livre qui, comme ça, en fait, parle de dialogue social et autres, en fait, et qui finalement finit par attiser une haine et qui a déclenché des choses catastrophiques au niveau mondial. Et si le diable doit inspirer un roman, je pense que c'est la moindre des choses, en fait. Et ici, non. Ce roman, ce sera juste un roman très émouvant, parce que Guy finira par l'écrire. Bah, c'est juste un roman qui fera pleurer Rosemary, car elle le trouve mais tellement touchant et tellement beau. C'est tout. Et c'est naze, putain. Dans Providence, je vais encore parler de Lovecraft, mais Alan Moore a fait une BD, donc Providence, qui raconte la rencontre entre un journaliste et Lovecraft. Donc c'est un peu méta. Donc en fait, ce qui s'est réellement passé, c'est que Lovecraft va se mettre à écrire ces histoires qu'il écrit parce qu'un journaliste a mené des enquêtes et tous les romans de Lovecraft sont en réalité inspirés de choses que ce journaliste a vues. Et en fait, c'était ça le destin. Il fallait qu'il amène ces informations-là à Lovecraft qui, en réalité, sans le savoir, n'est autre que le messager de ces entités-là qui attendent en sourdine dans une sorte de plan ou de réalité alternative parallèle à la nôtre, en fait. Bien sûr, il y a des lieux de faille où ces deux univers, on va dire, communiquent. Et des choses de là-bas glissent ici, mais c'est ténu. Lovecraft, en écrivant ces histoires-là, donc ce n'est pas immédiat, bien sûr, ça prend son temps, mais aujourd'hui, Lovecraft a une fanbase énorme, en fait, avec plein de gens qui jouent, je sais pas moi, qui lisent ses livres, on a des pièces, on a des scènes, on a des films, on a des jeux de rôle qui sont géniaux. Et c'est ça l'idée, c'est que cela va déclencher au fur et à mesure, en fait, l'apparition de ces entités-là sur Terre. Et c'est ça, le livre a un sens. Donc, là, le romancier, la figure du romancier, c'est dommage. Elle n'ira pas plus loin que cela. Guy a écrit son livre, il est content que ça puisse émouvoir Rosemary. C'est tout. Et je sais pas, moi, cela aurait pu jeter un sorte de sort ou influencer Rosemary, d'une certaine manière, en parlant de sacrifice ou autre chose, en fait, dans ce livre, en creusant le fossé entre Guy et elle, qui lui ne verrait pas le mal dans son texte formidable, en fait. Alors qu'elle dirait, mais comment peux-tu penser cela? Comment peux-tu écrire cela? Comment peux-tu raconter cela? Pour faire simple, il y avait plein de choses à faire, mais on n'a que des pistes avortées là-dedans. J'avais promis d'arrêter avec ça, mais on n'a que des pistes dans ce sens-là. Donc, Rosemary, elle va surprendre, du coup, ce rapprochement entre Guy et Roman. Elle va les trouver très proches, et elle va un peu se méfier de tout cela, mais juste en surface, pareil. Parce que pourquoi elle est parano? À un moment, elle voit Roman qui parle avec Guy, et elle se tient sur le qui-vive comme ça, mais pourquoi? Ils sont dans la même fac. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire à les voir discuter dans la cour de la Sorbonne?
bonne. Donc même la paranoïa est mal amenée. Si Rosemary finit paranoïaque dans le roman, du moins quand elle commence à douter de son entourage, c'est par suite d'une accumulation. Une accumulation de petits indices déclenchés par Hatch et par d'autres choses. Ce film a tellement un problème de rythme dans sa narration, c'est incroyable. Et donc lorsque la carrière de Guy va s'épanouir, c'est là qu'il va suggérer à Rosemary d'essayer de tomber enceinte. C'est là que ça arrive. Il va y avoir une soirée arrosée pour la promotion de Guy et il a compris. Voilà, Roman l'a amené là où il voulait. Donc maintenant, il faut qu'il fasse ce gosse. Voilà, t'as eu ce que tu voulais, non? T'as eu ton poste à la fac, maintenant ton livre va être accepté. Et même, il y a une soirée où il y a des gens qui sont là, qui disent « Ah putain, on a lu votre livre, oh là là, on va faire un film avec ça, c'est trop bien. » tout. Guy est complètement enchanté, tu sais, voilà. Donc du coup, maintenant, il est d'accord. Il est d'accord. Donc il a fallu passer par toutes ces étapes pour qu'il accepte enfin. Ok, bon, vous voulez ma femme? D'accord, je vous donne ma femme. On pourrait dire qu'au moins, lui a tenu longtemps et qu'il a fallu le travailler plusieurs fois, mais c'est beaucoup moins fort, ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part parce que ça a duré trop longtemps. Ce travail au corps a duré trop longtemps, il n'a pas été assez subtil. Il a obtenu ce qu'il voulait sans se mouiller, il n'a aucune raison de croire au pouvoir de la secte. Pourquoi il leur donnerait Rosemary? Donc on a une soirée où on va arroser donc la promotion de Guy, et en fait, Rosemary va rentrer, elle va trouver un jeu de piste comme ça dans le salon où il lui a laissé une robe à côté avec un jeu de Scrabble qui lui dit, qui lui donne des indices, déshabille-toi ici, mets la robe rouge, etc., etc. Alors, je pense que j'ai dû le faire comprendre depuis le début, je déteste les clins d'œil qui ne comprennent pas la sauce à laquelle ils font référence. La robe rouge. Rosemary met une robe rouge dans le film de Polanski, La fameuse nuit du bébé. Ce n'est pas anodin en fait. Ce rouge, c'est le rouge sacrificiel. Sans le savoir, elle est en train de se donner. On comprend en fait, le code fait que nous, on comprend en regardant ce film que voilà, la victime est là. Elle est là en fait. Elle jure complètement avec tout le reste, avec tout l'alentour. Elle est dans cette robe rouge. On va l'offrir. Là, Rosemary se met en rouge juste à la soirée d'arrosage du pot de la... Ça ne sert à rien. Ce film va me rendre malade, hein. C'est pas possible. Donc première chose, voilà. On peut pardonner la robe, c'est pas grave. Ce qui est dommage, surtout, c'est que Rosemary et Guy, en fait, dans le film de Polanski, jouent au Scrabble comme passe-temps entre mari et femme. Ce passe-temps est là pour, voilà, il y a une routine dans le couple. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont qu'eux deux. Ils passent leur temps, voilà, ils ont trouvé ce jeu qui leur permet à un moment donné de se poser, et de passer le temps, tout bêtement. Et c'est établi, ce passe-temps, en fait, servira à décoincer l'énigme finale. Donc c'est pour ça que ce jeu a une importance particulière dans le film. Ce moment où le couple se retrouve, c'est à ça qu'il sert, en fait, ce jeu ici. Non seulement c'est une façon pour le couple de se retrouver, mais c'est un moyen d'échange dans le couple. Parce qu'on voit dans la scène, dans un des plans du film de Polanski, que les mots qu'ils écrivent ne sont pas si anodins que cela. Donc comme je disais, par exemple, quand Guy écrivait dette, tromperie ou je sais plus quoi, et Rosemary qui écrit fardeau, landau, etc. Inconsciemment, ils sont en train de communiquer entre eux. Et ça colle bien à ce couple, justement, qui est assez déstructuré, en fait. Parce que concrètement, dans ce couple, Rosemary est tout le temps à la maison, Guy est tout le temps dehors. Donc, le peu de moments qu'ils ont ensemble, arriver à communiquer autrement, le Scrabble joue parfaitement ce rôle-là. À travers le jeu, ils parlent, en fait. Et c'est à travers ce jeu-là que Rosemary va découvrir le poteau rose. C'est ce jeu-là, finalement, qui les a regroupés, qui les réunit. C'est à travers ce jeu qu'ils vont se séparer. Parce que c'est ce jeu qui va faire comprendre à Rosemary le poteau rose. Quand elle va comprendre le jeu de l'anagramme, tout ça, et c'est là que tout se déclenche, en fait. Donc, le jeu du Scrabble est très important dans le premier film. Et on le comprend de cette manière-là. Et c'est subtil, c'est bien amené, c'est bien posé, tout va bien. Dans cette mini-série, déjà, il faut savoir que ce couple n'a jamais de temps à soi. Ils sont toujours en train de faire des choses par et avec les autres. C'était une erreur que de les ramener comme ça directement chez les Castavetes, comme élément d'intrigue. Il n'y a pas ce sentiment d'intrusion méthodique déjà. Ils n'ont pas de temps mort à eux qui sert à asseoir déjà une routine. Ils font déjà rapidement couple de fonction. Ils sont peu crédibles là-dedans. Et ils n'ont certainement pas de hobby de couple à proprement parler qui peut servir l'intrigue. Donc ils n'ont pas du tout mérité leur partie de Scrabble. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc le Scrabble arrive comme ça du jour au lendemain, bam, on l'a sur le lit et puis voilà, grâce au Scrabble, elle va comprendre. En plus, elle n'a même pas à jouer en fait, les mots sont déjà tout faits. Donc ça aurait pu être juste des mots en fait. Donc c'est pas le Scrabble là. L'allusion à l'anagramme ne sert à rien. Bref. Et donc direct à cette soirée-là, Guy veut un enfant, comme pour éponger sa dette dans le film. Mais à aucun moment, comme je disais tout à l'heure, on ne croit qu'il a passé le moindre deal. Il n'a rien fait de ses propres mains, encore une fois. Qu'est-ce qui le rend si désespéré, ou si convaincu, ou si pris dedans? Il n'a pas l'âge de Guy, en fait, pour être crédible, je trouve aussi, du Guy du film. Guy approchait la quarantaine et ne faisait que des pubs. Donc ce sentiment d'insécurité, donc on peut comprendre qu'il commence à craindre pour sa carrière, qu'il se dise, mais putain, j'ai raté le coche, là, ça commence à redescendre. C'est le moment où ça redescend, en fait. Et ce sentiment d'insécurité, ça fait presque sentir dans le choix de la compagne qu'il a choisie, en fait. Cette jeune campagnarde docile et facilement impressionnable. Donc ça colle en fait avec la figure de ce comédien âgé mais qui a foiré. Et donc qui veut qu'elle soit peut-être cette auditrice qui va au moins l'applaudir quoi. Le désespoir de notre jeune gars là qui doit avoir quoi, 30 ans? Enfin, il a plus j'imagine mais il fait 30 ans. Donc son désespoir est déjà un peu plus léger.
Mec, t'as tout le temps devant toi, putain, qu'est-ce que tu nous casses les couilles en fait? Et c'est à ce moment-là, au moment où donc, ils vont l'apprendre à Margot, ils vont lui dire, bah écoute, donc Margot va venir les voir parce qu'ils sont tous les deux isolés. Il fait, mais alors, dis donc, qu'est-ce qui se passe, t'es tout rouge, machin. Et là, ils vont lui dire, bah, on va faire un bébé. Et là, Margot est toute contente, c'est là qu'elle fait ce fameux cadeau du tennis route à Rosemary. Et là, pareil. En fait, c'était bien plus terrible quand ce cadeau passe de l'ancienne sacrifiée à la nouvelle, à la future sacrifiable, sous le silence de la nouvelle. Donc, quand ça passait de Terry à Rosemary, avec Rosemary qui n'ose rien dire. C'était terrible. Et ça appuyait, comme je disais tout à l'heure, l'aspect résigné, manipulé, sans volonté de Rosemary face au Castavet. Ici, c'est juste un talisman et une plante à l'intérieur, quoi. Après la suite, effectivement, tout cool, tout va bien. Hein. Guy va trouver l'inspiration. Tout va aller bien pour le couple. Vous savez, Guy cartonne et Rosemary a du temps libre. Donc Rosemary fouille, fait des choses. Et c'est là, en fait, qu'elle va tomber notamment sur les preuves du couple qui était là avant, qui vivait dans leur appartement. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, elle va rentrer et elle va tomber sur un des serviteurs de la secte. Alors, c'est Quasimodo, le mec. Hein. C'est une scène assez flippante, hein, c'est un jumpscare, et il apparaît en courant à quatre pattes comme ça. Bon. Et apparemment, il ne parle pas. On lui aurait coupé la langue. Ou en tout cas, il est muet. Bon. Alors, c'est une scène où il se passe beaucoup de choses parce que tout d'un coup, donc, Rosemary a peur, mais Minnie apparaît, la calme, lui dit non, mais c'est notre homme de main, je l'ai envoyé là-dedans pour qu'il nettoie la cheminée. Et Rosemary lui fait écoute, voilà, c'est gentil de ta part, mais quand tu dois faire venir des gens chez nous, même si c'est votre appartement, cette chambre que vous nous prêtez, je préfère être au courant en fait. Et Minnie s'excuse, tout cela, etc. Je crois qu'elle essaie de détendre Rosemary et je crois même qu'elle l'embrasse à un moment. Il y a une petite scène lesbienne un peu vite fait pour nous exciter, j'imagine. Bon, ça sort de nulle part, super. Sauf que quand Minnie part, Margot, je l'appelle Minnie, mais en fait elle s'appelle Margot dans le roman. Oui, ils ont changé son nom, sans doute pour la rendre un peu plus actuelle, parce que Minnie, bon, donc c'est Margot. Donc quand Margot s'en va, Rosemary réalise en fait qu'il n'y a pas de cheminée dans la chambre. Donc Gollum qui était censé travailler sur la cheminée, est-ce qu'il a planqué des trucs, des caméras peut-être? Donc voilà, Rosemary devient parano, elle commence à fouiller partout, et c'est là qu'elle tombe sur la photo du couple précédent qui vivait dans l'appartement. C'est comme ça que ça arrive. Donc du coup, elle se pose des questions sur le couple, et elle va aller voir le commissaire Fontaine, là, qu'on a rencontré à la soirée, pour lui faire part de ses soupçons, qui est donc ce couple, qu'est-ce qui s'est passé. Donc sans raison en fait, autre que Rosemary a beaucoup de temps sur les mains, quoi. C'est là qu'elle apprend que la femme qui est sur la photo, Nena, s'est suicidée dans le même appartement. À un moment, j'ai cru qu'en fait, Fontaine, le commissaire, allait jouer en réalité le rôle de Abe Sapastine. Parce que justement, on se rappelle à quel point Rosemary respectait comme ça, il y avait cette hiérarchie d'autorité au-dessus d'elle. Donc il y avait son mari, il y avait son père de substitution, Hatch, et surtout il y avait la science, le docteur, le médecin, qu'elle écoutait aveuglément aussi. On doit écouter son médecin, c'est comme ça, on ne peut pas le contester. Donc là, moi je pensais que le policier allait jouer ce rôle-là. Donc Fontaine allait être un Abe Sapastine jusqu'au moment où Rosemary comprendra que merde, fallait pas l'écouter, il est aussi dans la secte. En fait, non. Encore une occasion ratée. C'est même pas quelqu'un qui a une vue, une compréhension de la secte au moins et qui aurait pu dire à Rosemary, méfiez-vous d'eux, ils m'ont approché, je ne les sens pas trop ces gens-là. Non, il est juste hors du coup. Sauf que Rosemary, elle a un pressentiment avec la photo. Et c'est qui ne veut rien dire. Ça veut dire quoi? J'ai un pressentiment avec la photo. Elle le dit, je crois, à un moment. J'ai un pressentiment avec cette photo. What the fuck? C'est une facilité scénaristique toute bête en fait. Voilà, on comprend que la femme est morte, donc maintenant elle veut mener son enquête pour comprendre. Et l'homme dans le couple est porté disparu. Voilà. On ne sait pas où est-ce qu'il a fini du coup. Rosemary va en parler avec Julie. La discussion, bien sûr, on est à Paris, hein, donc il faut montrer la cuisine française. Donc la discussion, ça passe dans une école de cuisine française, donc parisienne. Donc Julie essaie d'apprendre la cuisine et du coup initie aussi Rosemary. Bon, je reviendrai même pas là-dessus. Mais c'est ratatouille ce film en fait à un moment donné. Mais bon. Rosemary en reparle, donc elle en parle à Julie, et on se demande encore une fois, mais qu'est-ce qu'elle en a à foutre du couple des anciens locataires? Quand dans le livre, elle sait qu'elle va tomber enceinte, elle en oublie même l'accident de son propre père de substitution, Hatch. Là, elle n'est pas encore absolument enceinte, je crois, ils sont en plein travail, mais c'est pas sûr. Mais même, son côté détective est incompréhensible, en fait, dans son projet de maternité. Quelle femme enceinte sans emploi passe son temps à enquêter sur une mort sordide plutôt que de s'occuper d'elle, en fait? C'est sans raison. Parce qu'encore une fois, on a oublié, la réalisatrice a complètement oublié que la motivation principale de la Rosemary du roman tient du fait qu'elle essaie de protéger son enfant. Elle n'essaie pas de le mettre en danger ou d'aller mener des enquêtes je sais où. Non, elle essaie de protéger son enfant. Elle croit que des gens en veulent à son enfant. Là, celle-ci veut juste percer le mystère de la mort de cette femme parce qu'elle a un mauvais pressentiment. C'est tout. Donc, elle va mener son enquête. Elle va finir par apprendre donc, que la Nena, la jeune fille qui s'est suicidée, en fait, allait dans une église, une très belle église de Paris, bien sûr. Donc, on a un beau cadre de l'église de Paris. Et là, elle retrouve donc le prêtre de Nena, qui prétend justement que l'immeuble a un passé sombre. Donc c'est lui qui nous apprend à ce moment du film, de la mini-série, que la chimère a un passé obscur. Mais sauf qu'ils sont dedans depuis très longtemps en fait. Donc bon, maintenant qu'on l'apprenne maintenant, qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? Donc voilà, il lui apprend qu'un de ses locataires est un milliardaire sataniste directement. Et donc on comprend qu'il parle de Steven Marcato et que Steven Marcato mangerait le cœur des femmes. Alors,
Steven Marcato, c'est apparemment donc... Enfin, c'est là que c'est confus. Parce que je rappelle que Steven Marcato, c'est Roman Castavet. Parce que justement, Roman a changé son nom. Dans ce film, Steven Marcato, c'est le diable. Littéralement. C'est l'homme comme Rosemary a surpris au moment de l'orgie. C'est le diable qui était dans la salle, dans le vestibule, là, quand elle a quitté la maternité, quand elle a appris que son enfant était mort. Steven Marcato, c'est le diable. Et Roman Castavet, c'est son fils. Donc le diable a eu un enfant. Enfin, il a engendré... On le reconnaît à ses yeux bleus, en fait. Le diable a les yeux bleus et toute sa descendance a les yeux bleus. Donc Roman n'est qu'un pion ou un enfant de ce diable-là, en fait, qui le sert. Le diable a décidé d'appeler son fils, ou son fils a décidé de prendre le nom du diable en faisant un anagramme de son nom. Est-ce qu'on se rappelle que si Roman a changé son nom, c'est parce qu'en fait, justement, son père était un homme, donc un sorcier connu, réputé, donc maudit. Il ne fallait surtout pas qu'il continuât à se trimballer ce nom-là, mais en même temps, il ne pouvait pas le répudier parce qu'il était fier de son père et qu'il voulait le venger. Donc, s'il a fait un anagramme de son nom, c'est une façon, en fait, de conserver quand même ce nom tout en ne l'affichant pas devant tout le monde. C'est à ça que servait l'anagramme. C'est pas juste un jeu à la con, en fait. Ici, il n'y a pas d'Adrien Marcato. Il n'y a pas un sorcier qui soit mort parce qu'il aurait découvert des vérités terribles et du coup que la société l'aurait puni pour cela, pour avoir franchi les interdits. Non. Steven Marcato ici, apparemment, c'est le diable. Il n'a souffert de rien, il n'y a pas de trauma, que dalle. Roman est juste un enfant, un pion du diable comme un autre. Donc en fait, le diable a déjà réussi apparemment à se procréer. Donc pourquoi il veut-il faire encore un autre gosse? C'est pas son antéchrist là déjà qu'il a? Comment ils ont lu ce roman, putain? Mais le prêtre de Nina. Donc, le hasard veut que le prêtre de Nina, donc la gamine qui était logée chez les Castavet, a vu Marcato tuer et manger le cœur d'une prostituée en pleine rue, de nuit, derrière la chimère. Donc maintenant, le diable, c'est un vulgaire vampire. Et donc, une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que le prêtre faisait dans la rue des putes, là, en fait, déjà, de nuit? Qu'est-ce qu'il cherchait? Déjà? Et pourquoi le diable, s'il doit bouffer des cœurs crus de prostituées, ne le fait pas de manière plus discrète, en fait? Le diable est aussi peu subtil et grotesque. Enfin, non, c'est le film. Il n'y a rien de subtil dans le film, de toute façon. Donc, pourquoi le diable le serait? Donc, ici, ce diable ne bouleverse pas le cœur des hommes, il les mange au sens propre. Et surtout, pourquoi le prêtre n'a pas été voir les flics après? Donc, il fait bien sûr peur à Rosemary, là, avec son cryptique bullshit, là. Et donc, quand Rosemary se sauve, on voit que dans l'église, il y a le familier. Donc, Gollum, là, le mec à quatre pattes, là, il est là. Il a suivi Rosemary, donc il sait qu'elle a parlé au prêtre. Donc, attention, il faut l'éliminer. Donc, le prêtre finit tué. Bah, il se pend, quoi, en fait, tout simplement. Et ça n'a aucun impact sur nous. Ça a un impact dans l'histoire, certes, parce que maintenant, ça va pousser Fontaine à enquêter. Mais on ne ressent rien. Rien par rapport à ces personnages. C'est incroyable. Mais voilà. Mais c'est du scénario. C'est que tout est pensé pour faire avancer le scénario. C'est tout. Il faut que l'histoire avance. Donc il faut que le prêtre meure. Comme ça, maintenant, Fontaine s'en mêle et Fontaine s'intéresse à Steven Marcato. Et Fontaine dira à Rosemary, je crois, il lui dit, j'ai enquêté, personne n'a vu cet homme en 30 ans. Il est mort. Et Rosemary lui fait, mais non, mais je l'ai vu. Déjà qu'elle l'a vu dans l'appartement en train de baiser, là, pendant la scène d'orgie. Mais en plus, elle l'a vu récemment dans l'ascenseur. Elle dit, mais je l'ai vu ce matin. Et le commissaire fait non. Et je crois qu'elle lui dit même, mais le père, là, je crois que c'est le père Taken. Elle dit, le prêtre aussi l'a vu. Et le fille, il fait non. Non, c'est impossible. Personne ne l'a vu en 30 ans. Un commissaire de police, hein, tout simplement. Bravo. C'est comme ça qu'on mène une enquête, en fait. Cet homme a disparu. Personne ne l'a vu. Mais je l'ai vu hier, je crois. Non, c'est impossible. Vous voulez juste pas aller mener une enquête, en fait, poser des questions dans le voisinage? Non, je vous dis, personne ne l'a vu en 30 ans. Donc, c'est impossible. Ok. Les rôles ici, c'est un bordel hein, dans les rôles, faut le dire. Hein. Parce que du coup, effectivement, Steven Marcato, c'est le diable. Et d'ailleurs, Rosemary va effectivement vraiment le croiser en plus. Elle va le croiser. À un moment, elle sort de chez elle et lui, il sort de chez les Castavet. Il part et elle va lui courir après. Elle court après le diable. Donc en fait, on se demande, mais pourquoi se faire chier à la piéger en fait? Si elle vient d'elle-même déjà. Enfin, il peut la coincer dans un cagibi, quoi. Enfin bon. Et surtout, si le diable peut se trimballer en fait partout et baiser et bouffer des putes, pourquoi encore une fois il veut Rosemary? Enfin, Guy, lui, de son côté, donc ça y est, le gars, il est là-haut. Hein. Je sais pas s'il commence à se douter de quelque chose à ce moment du film, mais bon, voilà, il est devenu le professeur, hein, donc voilà, un professeur émérite à la Sorbonne, et il a son roman qui marche, donc ça fait 2 cadeaux mal branlés, en tous les cas, plutôt que de se focaliser à faire un bon cadeau. Bon, bref, il va rencontrer Jack, justement. Et Jack, c'était le mec de Néné, là. Donc c'est le premier couple sur lequel la secte a testé le viol ritualistique, là. Donc Jack va rencontrer Guy, il l'attend à la sortie de la Sorbonne, il va venir vers lui, et lui aussi va lui sortir un bullshit cryptique. C'est chiant, putain. Il lui dit, je suis toi. Tu ne le sais pas encore, mais je suis toi, tu es moi, machin. Mais connard, mais c'est quoi ces façons de parler? Tout s'enchaîne comme ça, mais sans poids et sans saveur, en fait. Pourquoi ne pas juste lui dire, écoute, je sais ce qu'ils t'ont promis, je l'ai vu t'approcher, la même chose s'est passée avec ma copine, on est rentré dans cet immeuble à la con, on n'aurait jamais dû le faire, ils m'ont promis ci, ils m'ont promis ça, j'ai autorisé qu'ils violent ma femme, et maintenant elle est morte, je regrette, je suis un connard, je vais me suicider, mais avant de me suicider, j'aimerais au moins que tu saches pour que tu sauves ta vie. Non. Il approche et lui fait, je suis toi, tu es moi, tu ne le sais pas encore. Ferme ta gueule, putain. Et tout le reste, tout s'enchaîne, je crois que, Margot va faire son fameux rôle, donc on se rappelle dans le film,
Dans le roman, en tout cas, Minnie qui ramène tous les matins la fameuse soupe là à boire le matin pour la fertilité, pour bien entretenir le bébé. Bah là, en fait, c'est avant la conception du bébé. Vu que le couple a des problèmes de fertilité, apparemment, Margot concocte une soupe de fertilité. Donc elle est assez amère, Rosemary la boit, c'est atroce apparemment. Je crois même qu'il y a un moment où elle enlève le collier aussi dans l'histoire, mais pareil, on s'en fout en fait. Ça n'a aucun poids. Ils vont aller au restaurant, ils vont sortir. On n'est pas du tout dans cette ambiance où on essaie d'enfermer Rosemary dans l'appartement, justement, qu'il faut qu'elle reste là. Il faut qu'elle conserve ce putain de bébé là-dedans et qu'elle n'en sorte pas, ou le moins possible du moins. Et donc ils vont sortir un soir dîner, les Castavet et les Woodhouse. Roman tient le bras de Rosemary et Margot tient le bras de Guy. Et le fameux Jacques, là, copain de Néné, qui a été trahi par la secte, donc il a donné ça à sa copine s'est suicidée, mais apparemment il n'a rien eu en retour. Il les attaque et je crois qu'il tire sur Roman. Il tire sur Roman, puis après il tombe. Qu'est-ce qu'il assomme? Il essaie de se suicider peut-être, je ne sais plus. Donc il tombe et pendant que Margot vient à lui, elle va lui arracher un anneau. Alors je ne sais pas si c'est son anneau de fiançailles ou un truc qu'il avait avec Néné, ou si c'est pas plutôt l'anneau de la secte, comme quoi lui aussi avait reçu un anneau en fait pour son affiliation. Peu importe. En tout cas, c'est un anneau qui lui appartient. Et du coup, on se demande, parce que lui, il leur dit, je veux ce que vous m'aviez promis, vous ne me l'avez pas donné, et là, il les bute. Donc du coup, on peut se demander, mais pourquoi ils l'ont exclu? Enfin, là, il tire sur Roman, parce qu'apparemment, ils n'ont pas conclu leur deal, donc lui, il a tout perdu. Il a perdu sa copine, il n'a même pas eu ce qu'on lui a promis. Donc c'est un peu idiot et dangereux, en fait. Et la secte n'aurait jamais fait ça. On se rappelle, la première secte, à quel point elle ne prenait pas de risques, en fait. Quand elle a senti que Hatch était potentiellement en danger, exit Hatch. Le mec a logé chez eux. Pas me faire croire qu'ils n'avaient pas un objet lui appartenant qui traînait là par terre pour le prendre et lui jeter un sort pour que lui aussi se suicide et l'exclure complètement du pays, de la scène, en fait. Non. Il en sait trop. Il fallait le tuer ou l'enchaîner à jamais à la secte, l'un ou l'autre, mais pas le laisser se balader et balancer des messages cryptiques à la con, là, aux gens. Enfin, Jacques va à l'hôpital, Roman aussi est dans le même hôpital. Margot, ce qu'elle va faire, en fait, Jacques va mourir, en fait, d'un sort que va lui jeter Margot, parce qu'elle va aller dans un lieu de prière de l'hôpital. Elle va juste, en fait, retourner une croix. Donc la fameuse croix retournée, donc c'est un classique dans les films, hein, quand le diable est concerné, il faut que la croix soit retournée, chose que je n'ai jamais comprise. Il y a des saints qui ont été crucifiés à l'envers, mais la crucifixion la plus symbolique pour le diable, la plus grosse victoire du diable, enfin si on peut appeler ça une victoire parce qu'il a perdu finalement, enfin bref, c'est compliqué, mais c'est celle du Christ. Il devrait être content de voir cette croix, dans le sens où elle est, pas dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est d'autres saints, c'est pas le Christ. Je pense que s'il y a une crucifixion qui doit lui faire plaisir, c'est celle du Christ, pas les autres. Et d'autre part, the fuck, quoi. Quel sens ça a, que ce soit à l'envers ou à l'endroit? Enfin, oui, inverser les choses, oui, je veux bien, mais la croix en soi, qu'est-ce qu'elle montre? Elle montre juste un homme en train de souffrir sur une croix. Enfin, qu'il le fasse à l'endroit ou à l'envers, il souffre, quoi. Une façon de dire le sacrifice, je le vois à l'envers, le sacrifice. Non, il existait aussi une crucifixion à l'envers. Il y a des saints qui ont été crucifiés à l'envers. Donc, oh, putain. On pourrait pas croire, mais quand même, il y a eu des bons moments dans cette mini-série, n'empêche. On dirait pas, mais en le regardant, quand même, tout n'était pas jeté. Mais vraiment, il y avait des moments comme ça qui étaient hilarants, quoi. Enfin, ou désagréables, en fait. Et qui montraient une incompréhension totale du roman, enfin. Et ce cliché de la croix retournée, ça ne marche pas. Faut arrêter avec ça. Le diable ne va pas s'amuser à retourner la croix. Ça ne veut rien dire, ça n'a aucun sens. À la rigueur, imprimer la Bible à l'envers. Je sais pas, moi. Mais bon, même ça, c'est débile. Faut arrêter avec l'inversion. Parce que si à côté, dans une église, on rentre dans une église et qu'on a toutes les stations de la croix, par exemple, la descente de croix, il faudrait l'inverser, ce serait la chute dans le ciel, puis on inverserait... Ça tient pas debout. Faut arrêter avec ça dans le cinéma, franchement, faut arrêter. Faut arrêter. Quand le diable arrive, toutes les croix se retournent. Donc Margot va tout simplement rentrer dans ce lieu, va retourner la croix et va jeter le sort parce qu'elle a l'anneau de Jacques, justement. Et c'est dommage, parce qu'en fait, une convocation de dernière minute de toute la secte pour jeter un sort à Jacques, ça aurait été plus impactant. Parce que les voir tous prier dans des situations et des lieux improbables, imaginons en fait... Margot envoie le message. Et en fait, les membres de la secte sont un peu partout. On le voit tout d'un coup prêter ce pouvoir mental. Parce que c'est comme ça qu'on jette un sort. C'est le pouvoir mental des membres de la secte qui jette le sort. Donc il y en a un qui tout d'un coup est dans un avion et tout d'un coup qui s'excuse, va dans les toilettes, en fait, se met à prier. On en a un autre qui est en train de dormir à côté de sa femme, qui tout d'un coup sort, s'isole, se met à prier. On en a un autre qui est en pleine route, je sais pas, il arrête la voiture, se met sur le bas-côté et se met aussi à prier. Et voir comme ça, en fait, cette dimension internationale, en gros, de la secte, enfin, ça aurait démontré, en gros, le pouvoir et la portée du couple Roman, Minnie, Margot. Mais non, apparemment, une seule personne suffit pour jeter un sort. Donc pourquoi se faire chier avec une secte, au final ? Si le pouvoir mental d'une Margot suffit pour jeter un sort à un homme et le tuer, pourquoi se faire chier avec une secte? Pourquoi la réunion avec la prof? Quand Roman a pris le stylo, il pouvait pas juste aller sur le côté, là, faire sa petite prière et lui balancer son sort? Pourquoi? Il aurait pu clairement l'envoûter depuis les chiottes de la fac, en fait, quand on y pense. Et donc là, on va avoir des images. Fontaine va quand même mener son enquête et il va observer les images de l'opération. Donc on essaie de faire une opération à Jacques, là on essaie de lui enlever la balle, ou je sais plus ce qu'il a, je crois qu'il s'est tiré dessus. Et en fait, tout d'un coup, les choses dégénèrent. Et il meurt en fait. Il est là, il est pris de spasmes, de secousses et il meurt. Et quand
Fontaine observe les images de l'opération, on voit le diable qui se balade. Alors apparemment, quand on jette un sort à quelqu'un, quand le diable est commandé, il se balade dans la pièce et on le voit sur les caméras de surveillance. Il se dandine comme ça derrière les chirurgiens. Qu'est-ce qu'il fout là? Et c'est à ce moment-là, en tout cas, c'est là la nuit où ils envisagent en fait de concevoir. En fait. Donc en revenant de l'hôpital, Margot va sentir une odeur sur Rosemary. Ça veut dire elle sent que Rosemary est prête. Elle est fertile là ce soir-là. Rosemary donc va boire le fameux breuvage de fertilité là de Margot, mais sauf que cette fois-ci elle s'évanouit. Et dans un état de rêve, elle se voit avoir des relations sexuelles avec un homme étrange, tout en étant surveillée. Autour il y a Guy, il y a Margot, il y a Roman et il y a les amis des Castavetes. Et le creepiness, parce que c'est censé être creepy tout ça, mais le creepiness est tellement diminué dans cette scène de viol satanique en fait. Ça reste creepy, hein, c'est un viol, il n'y a pas de souci, mais où sont les vieux corps nus, alignés? Où sont les images symboliques du rêve en fait? Tout ce qu'on avait décortiqué avec plaisir là au début, en tout cas avec passion, avec intérêt. C'était bien fait ça, quand en fait rêve et réalité, et fragments de réalité en tout cas, s'en mêlaient pour donner cette superbe vision qu'on avait, hein, que ce soit un commentaire social, homérique, tragique. Et c'est ça qu'il faut. Et là, ce diable, déjà, il ne fait pas de préliminaire apparemment. Sauf si on compte frotter sa canne sur le nombril de sa partenaire comme étant un préliminaire. Mais voilà, on se rappelle de l'autre diable qui était arrivé, qui avait commencé à griffer comme ça, à la tâter comme ça, un peu comme on détendrait un morceau de viande en fait. C'était très malaisant. Et ici d'ailleurs, Guy aide à faire la chose, alors que dans le film, normalement, il est bien relégué à son rôle d'avorton et de dernier arrivé dans la secte. Il est derrière, il parle à Minnie, elle le remet à sa place. Non, là, il est là. Donc le lendemain, classique, Rosemary se réveille, elle a été griffée. Et sauf que ce diable-là, comme on s'est vraiment transformé. Enfin, c'est un humain depuis le début. Mais bon, ok, on peut dire qu'il devient fou et qu'il griffe sa partenaire. Bon, là, Guy a été un peu plus malin, si on peut appeler ça malin, mais il s'est lui aussi fait griffer par Margot. Donc en gros, ce qu'il dit à Rosemary, c'est que hey, t'étais pareil aussi, tu m'as griffé aussi, regarde. Voilà comment il le présente en fait. Il dit, mais je savais pas que t'étais pas consciente en fait, vu que tu m'as griffé, je t'ai griffé, voilà. On s'est auto-griffé, on s'est kiffé, tu vois. Bon, et c'est là effectivement que quelques semaines après, Rosemary apprend qu'elle est enceinte.